Alors les mecs, pour les revues d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Ben, t'as préparé quelque chose? Ouais, bien sûr, on va parler de Hellboy avec l'homonculus homunculus. Ok, j'étais pas prêt pour ça. Que Truss, toi, tu voudrais parler de quoi cette semaine? Là, on va parler de Black Monday, Monday. Ok. Joe. Je vais parler de Richard Corben qui fait Shadows on the Grave, un comics édité chez Dark Horse. Palou. Bonjour, soyez les bienvenus dans ce 68e épisode de Comics Outcast. Toutes les 2 semaines sur Radio Kawa, notre joyeuse bande de chroniqueurs vous propose d'explorer ensemble le vaste univers des comics au travers de discussions et de revues sur une grande variété de publications. Moi, c'est Eric pour animer tout ce bazar et à mes côtés pour la réalisation, il y a Adrien. Wesh! Comment ça va? Bien? Wesh, les amis. Et on va dire bonjour à nos 3 chroniqueurs de cette semaine. Il y a avec nous Ben, vous l'avez entendu. Bonjour Eric. Comment ça va? Bah ça va super. T'as des trucs que tu lis en ce moment à part la revue de tout à l'heure? Je continue toujours mon mignolaton, donc si c'est par rapport au dossier d'aujourd'hui. Ça risque de te servir un peu plus tard. Voilà, je lis tout ça et j'ai commencé une super série qui s'appelle Thanos, donc voilà, c'est les 2 trucs que je lis en ce moment. Que Truss, comment ça va? Eh bien, ça va bien, Eric. Moi aussi, je vais bien, merci. Merci de redemander derrière. Et toi, ça va? Oui, oui. Qu'est-ce que tu... Oui, voilà, on passe à autre chose. Qu'est-ce que tu lis en ce moment? Alors, je continue Seven to Eternity. Ouais. Je vais bien, j'attends avec impatience American Gods qui va sortir en avril, je crois. C'est reparti, Seven to Eternity là, ça y est? Non, mais. Ah oui, d'accord, ok. Je pense qu'il rattrape. Tu relis les pardon. Je rattrape, j'ai pas lu le 4 encore. Ok. Le mec vient de te holder. Non, pas du tout. C'était parce que je sais que ça va repartir dans pas longtemps, donc du coup je me disais merde, est-ce que j'ai loupé la reprise? Non, et je lis. Alors, je relis, c'est un truc vieux aussi que vous avez chroniqué. C'est le premier TPB de Headloper. Ouais. Ah oui. J'espère que tu te marres. Oui, très. La suite arrive. Ouais, bientôt, ouais. Mars, je Deuxième crois. partie. Et on a avec nous également Joe que vous avez pu entendre. Bonsoir. Comment ça va? Bah écoute, je crève de fatigue, mais il faut bien être honnête avec les gens qui nous écoutent, mais ça va super. Nous ne sommes pas toujours en forme, on fait semblant des fois, on vous ment, mais là Joe est Voilà. honnête. Mais Voilà. je suis ravi d'être là. Tu as des lectures en ce moment? Oui, alors figurez-vous que je commence à rattraper une énorme lacune manga pour ma part, puisque je lis Ghost in the Shell. Ah, en préparation pour le film? Bah, ou... Le film arrivant, je me suis dit tant qu'à faire, autant repartir aux origines, et comme ça, si jamais j'ai envie de chier dessus, Tu vas dire, tu vois, j'aurai au moins un référent. Et avec nous, il y a également Anthony, mais de loin, il va peut-être se rapprocher d'un micro doucement, voilà. Vous l'avez déjà entendu il y a quelques émissions, et il va, de loin il avait dit bonjour, et il va participer avec nous à un dossier dont on parlera un petit peu plus tard. Je vais d'abord vous présenter le sommaire, parce que sinon vous n'allez pas comprendre. Pour vous les auditeurs, j'ai un programme plutôt sympathique, j'ai l'impression que je dis ça à toutes les émissions. Je dis ça à toutes les émissions. 2 grosses parties, la première sera consacrée aux revues, donc Thanos, Shadows on the Grave et The Black Monday Murders, et la deuxième partie portera sur l'un des plus grands artistes américains, entre autres créateurs de Hellboy, j'ai nommé Mike Mignola, et nos chroniqueurs vous en dresseront le portrait en 10 séquences, ce que les fans appellent le Hellboyverse. Je viens juste de le changer parce que avant cette conversation, on vient de me dire... 10 séquences? Hein? Ah non, en 10 Ouais, séquences. 10 séquences. Pardon, 10 j'ai vraiment séquences. cru que t'as dit en 10 séquences. T'es là, genre, attends, j'en ai que 3 moi, comment on va faire? On m'a gentiment corrigé pour pas dire Comment il fait Mignolaverse, qui n'est pas la même chose que le Hellboyverse, et vous allez comprendre pourquoi un tout petit peu plus tard. N'hésitez pas à nous faire part de vos avis grâce aux réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Laissez des commentaires sur le site de Radio Kawa, sur la page de l'épisode tout en bas. Et si vous aimez notre émission, pensez à en parler autour de vous évidemment, et faites un petit tour sur iTunes et mettez des petites étoiles pour aider à nous faire connaître. Est-ce que vous êtes prêts ici? Absolument. Oui. Oula, ça fait du bruit. Comics Outcast numéro 68, c'est parti. J'adore entendre ça parce que Marvel Capcom 3 est ressorti sur Steam avec une chanson omineuse qui... Oui, non, c'est bon. La BO de la mauvaise série. Ouais, exactement. Putain. Et on commence tout de suite avec les revues. Les revues, qu'est-ce que c'est? Eh bien, nous choisissons 3 comics dans les publications récentes, dans une grande variété d'éditeurs, et nous lisons chacun dans notre coin pour en discuter ensemble ici pour la première fois
devant vous. Le premier comics de cette semaine, j'ai oublié ce que c'était, je suis désolé, je crois que c'est Thanos. Oh le mec. Non mais attends, j'ai pas le conducteur, si, il est là, 2 secondes. C'est Thanos, j'avais tout à fait raison. On gueule, mais on lui a pas répondu quand il a demandé. Voilà, parce que personne n'avait le conducteur sur les yeux. Et c'est Ben qui va nous le présenter. Absolument, tout à fait. Bah, c'est parti. Bah écoute, Thanos de chez Marvel, pour ceux-là qui savent pas. Ouais. Ongoing depuis novembre 2016, donc en cours. Jeff Lemire au scénario, tu l'as dit. Jeff Lemire, on le présente quand même encore parce que sinon ça serait un peu insultant pour ceux qui ne le connaissent pas. Descender, Black Hammer ou Sweet Tooth, qui sont trois perles. C'est avec Sweet Tooth qu'on l'a découvert d'ailleurs. Exactement. Ouais. Via notre cher ami Gaylor. Dessin Mike Deodato Jr. parce que Senior existe aussi, mais là c'est Junior, qui a beaucoup bossé sur Invisible Iron Man ou les comics Star Wars plus récemment. Donc Thanos, on connaît bien le personnage qui est quand même qui a plusieurs décennies maintenant de publication. On le retrouve en fait dans un... Il revient, en gros c'est ça, le gros truc c'est que Thanos revient. En fait on démarre la première issue sur un bâtiment spatial qui s'appelle The Black Quadrant, qui est en fait une base du Black Order, qui est une espèce de bande de malfrats, de voyous, de brigands, d'esclavagistes, voilà, toute Intergalactique. Voilà, exactement, intergalactique, c'est un peu les bad guys de l'espace. Et Thanos qui lui a eu plein d'aventures, notamment l'Infinity Gauntlet, les Secret Wars et autres trucs comme ça. C'est un méchant récurrent de Ouais, bien Marvel. sûr. En gros, il n'arrive pas à rester dans son coin et à gérer tous ces bad guys dont je parlais. Donc, il est toujours à droite à gauche. Et pendant son absence, un mec qui s'appelle Corvus Glaive, qui était un peu son larbin, a pris le pouvoir et monté sur le trône puisque il y avait plus personne, donc il en a profité. Et maintenant, dans ce Black Quadrant, c'est un peu, c'est lui le chef. Tout le monde est ok avec ça. Autant quand c'était Thanos, les gens ils étaient en mode peur et ils avaient peur de se faire défoncer, donc ils obéissaient. Mais là, avec Corvus, c'est plus, il est juste, il est droit, mais il est aussi généreux. Donc en fait, tout le monde est ok pour dire ok, c'est lui le boss. Tout marche bien. Mais en fait, attention-moi, ouais. Thanos est quand même considéré comme une des personnes les plus effrayantes et puissantes de la galaxie, Ouais, de bien sûr, l'univers de Marvel. ouais, bien sûr. Juste pour resituer un peu. Ouais, bien sûr. Oui, bon, je vais en parler parce qu'après il y a un petit twist. Ouais. Et donc, comme je l'ai dit, Thanos revient. Il veut reprendre sa place sur ce trône-là, en l'occurrence. Ça se passe pas comme Corvus l'avait souhaité, mais bon, il revient. Et ce qu'on ne sait pas, et qu'on apprend très rapidement. Tu le dis ou pas? Oui, je le dis parce qu'en fait, je vais dire pourquoi je le dis. Je le dis et après je le dis pourquoi je l'ai dit. Ok. Donc, comme tu l'as dit, Thanos, hyper puissant, peut-être un des êtres les plus maléfiques et les plus assassins de l'univers Marvel. Il a tué à un moment, un mec dit d'ailleurs qu'il a tué la moitié des créatures de l'univers. Donc c'est quand même, c'est pareil, pas mal. Et donc quasiment invincible, très très craint par tout le monde, même s'il s'est fait plusieurs fois défoncer par les gentils. Donc voilà, donc tout le monde a peur de lui. Et en fait, ce qu'on apprend à la fin de la première issue, c'est qu'il est mourant. Oh, voilà. J'en dirais pas. Il est mourant et il saigne du nez, quoi. Ouais, mais bon, mais Thanos qui saigne, faut y aller quand même. Oui, tu c'est vois. Et donc là et tout l'intérêt, c'est pour ça que Joe avait raison. Est-ce que je le dis ou pas, parce que c'est un mini spoil, mais c'est hyper. En gros, savoir ça, c'est le début de l'histoire. Donc en fait. C'est à partir de là que tu te dis, ok, il y a un truc qui est pas comme d'habitude. Thanos, c'est censé être un mec quasiment un dieu en fait, vilain. Et là, Jeff Lemire le condamne en fait à la mort, même si c'est plus compliqué que ça parce que la mort étant un personnage, il est amoureux d'elle. Mais bon, je dis ça au premier sens du terme. Je trouve que c'est assez dingue de prendre un personnage surpuissant comme lui, qui est censé être le méga gros vilain ultime, qui est sur le point de crever. Donc je trouve ça assez cool. En fait, on a un personnage qui va se découvrir. Enfin, en gros, on va en apprendre sur lui, sur son enfance, sur son rapport avec son père. On va en apprendre pas beaucoup en bien, malheureusement, mais on va aussi en apprendre beaucoup en mal via il y a une espèce de mini interview en fait qu'il y a pendant les issues, en fait, où on apprend des trucs sur son enfance, on apprend pourquoi il est devenu méchant entre guillemets, etc. Et on apprend toutes les atrocités qu'il a fait. Et en gros, ce qui m'a plu dans ce comics, c'est que déjà, comme je le disais, en fait, il descend un peu le perso de son piédestal. Et en fait, moi, j'ai été pris un peu en sandwich entre cette horreur en fait qu'on montre tout le temps, genre voilà, il est responsable de génocide, etc. C'est une ordure clairement. Et en même temps, il est vulnérable parce qu'il est condamné. Et on apprend que voilà, s'il est ce qu'il est, c'est parce qu'il a une enfance de merde, parce que son père l'aimait pas, etc. Donc en gros,
Et aussi, ce comics, c'est aussi un amour, enfin une déclaration d'amour, pardon, à Thanos et aux vilains dans le grand sens du terme. En fait, on aime tous un bon gros vilain. Et du coup, on n'a pas envie de le voir mourir. Alors, bon, il y a peu de chances qu'il meure, ou en tout cas, il reviendra sûrement. Mais je veux dire, ça fait quand même une espèce de menace où tu te dis, en fait, c'est une ordure, il est horrible, mais j'ai pas envie qu'il meure. Et donc, tu le suis. T'as envie de savoir déjà ce qui lui arrive, pourquoi il est mourant, pourquoi un mec aussi balèze que lui est mourant, et tu te dis j'espère qu'il va finalement trouver un remède, alors que c'est le méchant. Pire, et en fait t'as pas envie d'être pour lui quoi. C'est un peu Breaking Bad, tu vois, c'est le méchant est méchant, mais t'as envie, t'es de son côté quoi. Donc voilà, et ça avec des dessins, donc je l'ai dit de Mike Deodato, que j'ai trouvé assez joli. C'est pas ma boule, mais le trait est beau, il a un petit style un peu crayonné. Parfois il y a de l'ajout de trame dans les ombres, j'ai trouvé ça assez élégant, et surtout Thanos c'est Thanos, c'est-à-dire que il est pas tout maigre, il est hyper balèze, il est hyper imposant. Un rectangle de muscles. Du coup c'est hyper bien, il a des doigts hyper épais, tu vois qu'il est massif et il est menaçant quoi, c'est pas juste il a des pouvoirs. Donc voilà, donc je le conseille, il y a 4 issues pour l'instant. Je ne sais pas jusqu'à où ça ira, mais en tout cas j'ai vraiment envie de savoir ce qui va se passer avec ce personnage. T'as évoqué ta curiosité. Ouais. Joe, quel était ton avis sur ce méchant classique de Marvel ? Alors, je vais essayer d'être assez synthétique. J'ai pas été emporté. J'ai pas trouvé ça non plus honteux. C'est-à-dire que je pense que en grande partie, grâce au fait que c'est Jeff Lemire qui écrit, on a malgré tout, un comics très mainstream, extrêmement mainstream, mais qui est plutôt bien écrit, dans lequel on essaye effectivement d'apporter de la nouveauté via le fait que le personnage de Thanos se retrouve pour la première fois être un peu le personnage traqué, victime également de quelque chose qui menace son existence. Donc c'est un de voir un méchant se faire persécuter. Voilà, c'est plutôt un chouette retournement des rôles et des situations qui peut rendre le truc un peu nouveau, un peu intéressant. Cela dit, je trouve que ça reste quand même très ça a les avantages et les inconvénients du mainstream. C'est-à-dire l'avantage c'est que c'est bien fichu, ça se lit très vite, mais l'inconvénient, le revers de la médaille, c'est que je trouve que ça manque quand même pas mal d'enjeux. Que c'est un peu plat dans la manière de présenter les choses. Pour le moment, en tout cas, sur 3 issues, je me suis pas spécialement. J'ai trouvé rien de très exaltant à l'histoire. Tu t'es pas attaché au perso ? Ben. Non, mais en fait, moi j'aime beaucoup Thanos, mais pour l'instant, je suis pas spécialement attaché à lui. Donc en fait, là, tu t'en fous s'il meurt ou s'il vit ? Ouais, un peu. Un peu. Et pour le moment, en tout cas, les enjeux de sa survie ne m'apparaissent pas comme cruciaux. Je trouve à la limite que les personnages qui vont se lancer à sa poursuite sont un peu plus stylés. Et pour revenir sur le dessin, alors effectivement, on est sur du hockey. Moi, j'ai trouvé que de temps en temps, pour les amateurs du trait de Ryan Murphy, il y avait quelque chose d'un petit peu qui s'en rapprochait un petit peu, en moins anguleux, mais le trait me rappelle un peu celui de Ryan Murphy. Et puis, pour en revenir au look de Thanos, moi j'ai toujours un problème avec Thanos, c'est que quand je le vois à l'échelle avec d'autres personnages, je le trouve massif, imposant et parfois assez impressionnant. Quand je le vois tout seul, j'ai l'impression que c'est un nain. Tu sais, c'est juste une sorte de gros machin court sur pattes, qui m'évoque. Enfin, tu vois, contrairement à un personnage comme Darkseid par exemple, qui quand il est bien dessiné est tout le temps extrêmement imposant. Thanos, je le trouve imposant que quand il est au-dessus d'autres personnages, mais quand il est tout seul, je trouve. Il t'impressionne pas tant que ça. Bah non, parce qu'il est déjà ses couleurs sont assez rigolotes. Enfin, je trouve qu'il fait un peu cartoon. Il fait un peu de Joker, mais du coup voilà, pour le moment, je trouve que c'est efficace, mais dans ce que c'est à la base, c'est-à-dire un comics Marvel extrêmement mainstream, certainement fait aussi pour introduire ou réintroduire Thanos à de nouveaux lecteurs qui vont être plus exposés à lui dans les prochains films prévus par le Marvel Cinematic Universe. En effet. Dernière personne pour... Ah pardon, excuse-moi, Ben. Non, mais je voulais... Après Ketrus. Excuse-moi, j'avais cru. C'était pour répondre à Joe, en fait. Ketrus, toi, ton avis sur Thanos ? Bah moi, je vais être vachement moins gentil, en fait. Parce que... je pense que Joe s'est retenu un peu. Hein, mais... Je pense aussi, mais en fait... J'essaie de pas être le hater de Sergis. Voilà, je vais le faire, alors. Je vais pas dire c'est à chier, parce que ce serait trop sévère, je pense. Ou pas constructif.
et pas constructif, effectivement. Moi, je me suis vraiment ennuyé en fait en lisant les 3 premiers issues. J'ai trouvé que c'était hyper mal construit. C'est-à-dire qu'il y a des différences de ton qui moi m'ont choqué en fait. C'est-à-dire qu'ils se veulent un ton, c'est un peu sérieux, genre la rencontre avec Thanos et son père, et en même temps c'est coupé, comme tu disais, par des interviews. C'est super. Mais c'est ridicule. Enfin, moi j'ai trouvé ça ridicule. Je comprends pas en fait le mélange de tons. Et pareil, il y a une grosse baston. Et pareil, il y a des interviews qui entrecoupent cette baston là. Mais c'est super. Non, moi je pour le coup là, je suis d'accord avec Ketrus sur le fait que ça casse le rythme. Laisse-moi finir d'argumenter. En fait, c'est juste que je trouve pas où va. Je vois pas où il va quoi. Tu vois, est-ce que c'est une série comics? Est-ce que c'est des Guardians of the Galaxy? Ou est-ce que c'est quelque chose de très sérieux avec Thanos, comme on a pu le lire dans d'autres arcs et qui ont fait que Thanos est un grand méchant et qu'on adore. Moi j'adore Thanos. Là je trouve le fait qu'il soit malade c'est intéressant. Le problème c'est que c'est mélangé dans une histoire de famille super chiante en fait, où ils assemblent les personnages. Enfin c'est ridicule la façon dont Star Fox est amené au début par le monsieur Tricot. C'est vrai qu'il s'appelle Tricot. Il s'appelle Tricot. J'ai cherché une vanne toute la soirée là-dessus. Alors c'est Tricot, T-R-Y-C-O, mais bon quand même. Tricot. Et non en fait je trouve que c'est très mal conçu. Les dialogues m'ont ennuyé au possible quoi. Genre je suis hyper déçu en fait parce que Lemire c'est quand même un super auteur. Deodato j'adore son dessin la plupart du temps et je sais pas où va cette série quoi. Où est-ce qu'on va. Alors peut-être qu'après ça va s'améliorer, peut-être que à la 10e issue ça sera cool quoi. Mais pour l'instant je trouve ça très très ennuyeux, très décevant. Est-ce que du coup attendez, il y a Joe et quelque chose qui veulent. Je te coupe juste 2 secondes. Ouais. Est-ce que ça s'inscrit pas dans une espèce de grand futur arc? Parce que faire appeler Lemire juste pour un truc comme ça, qui soit, enfin, d'après ce qu'on entend en tout cas de 2 d'entre vous, moyen, ok. Est-ce qu'il n'y a pas une raison justement pour un arc futur qui l'inclut beaucoup plus? Moi, je pense pas. Mais du coup, ça veut dire que c'est Et une manière un peu chiante d'introduire ce nouvel arc génial. Genre, ils n'ont pas eu le choix. D'abord, on fait ça, puis ensuite, on le met on le place dans quelque chose un peu plus grand. Je pense pas que ce soit ça. Et aussi, pour répondre à Joe tout à l'heure qui disait qu'il pense que ça peut être une porte d'entrée pour les gens qui ont découvert Thanos via les yeux, je pense pas non plus. Pour moi, c'est l'émir. Non, je pense pas. C'est l'émir qui se fait un petit plaisir, qui a pris un méchant qu'il aimait bien sûrement, pour justement raconter un moment de l'histoire de ce perso qui à ce moment-là est faible, qui a des gens à son cul, etc. Et donc je pense pas que ça va devenir un plus grand arc. Je pense même que ça sera une tu penses que c'est d'accord. Voilà. Un truc en fait, dans lui-même. C'est un espèce de comment on appelle ça, un essai quoi. Enfin tu vois juste il va. Moi je suis pas persuadé que ce soit les biens qui se fassent plaisir. À mon avis c'est plus une commande de Marvel qu'autre chose. Oui, mais ça n'empêche pas. L'un n'empêche pas l'autre. Ce que je veux dire, c'est que je pense pas que ça fasse partie En fait, je pense pas que ça fasse partie d'un démarrage de l'histoire du perso dans la suite de l'univers Marvel. En fait, c'est juste. Oui, tu penses que voilà, c'est juste il arrive à un truc, c'est un arc qui arrive à un perso, et c'est ce qui se passe. Et juste un mini truc pour répondre à Ketrus. Je pense que t'as pas été sensible au découpage, tu l'as trouvé pourri ou pas adapté ou quoi, et moi je trouve et moi j'y étais sensible du coup, et je trouve que justement ces interviews dans le discours de ces personnages qui étaient interviewés, ça donnait beaucoup plus de corps et ça rendait de la richesse aux personnages qui étaient en train de se taper avec des gars. Quand il te dit qu'il est responsable de génocide et que tu vois qu'il se prend une patate, tu dis ok, bah il l'a bien mérité. Mais après, quand t'apprends que en fait son père l'aimait pas et que c'était un garçon comme les autres quand il était petit, et tu vois qu'il se fait défoncer au combat, bah tu dis bah merde, putain, en fait c'est vrai que c'était juste un gamin. Et du coup, tu penses que c'est un instrument pour de donner une sorte de destin à l'apocalypse à Thanos, tu vois. Bah, ça change pas ses origines en fait. Il y a pas de ça, il crée rien en fait. C'est juste qu'il faut une ouverture sur ce perso en donnant juste des traits qui ne sont pas avancé d'habitude en fait. Que truc si on avance ça. Ouais, juste pour répondre à Joe, à Nekoto, et peut-être que moi j'y ai pas été sensible, j'ai trouvé ça ridicule. Après peut-être que voilà, après avant j'avais lu des trucs un peu plus profonds, donc peut-être que c'est aussi la différence de type de comics qui m'a fait penser ça. Après, pour finir sur des notes positives, il y a quand même des planches et des dessins qui sont fantastiques. Moi j'ai retrouvé en fait le dessin du Thanos que j'adore. Genre la couverture du numéro 2 elle est fantastique et je pense que peut-être qu'on votera pour elle au Bouillador 2017 mais donc voilà, mais après je le conseillerais vraiment pas, mais après si on aime Thanos, moi je dis oui, même si on n'aime pas Thanos. Et Joe?
Moi je dis qu'ils ont assassiné le personnage le plus stylé dans la première issue et ça m'a cassé les couilles. J'avoue que c'est un peu violent. Un peu saoulé. Et vous, donnez-nous votre avis évidemment sur le site. Deuxième review de cette semaine, c'est Joe qui va nous parler. Bonsoir. Oui, excusez-moi, je me fais dans ce ordre-là. Pas de soucis. D'une œuvre de Richard Corben qui s'appelle Shadows on the Grave. Ouais, une œuvre et plus précisément de multiples petites œuvres puisque Richard Corben et le type de comics dont on va parler, il faut se souvenir que c'est un sujet qu'on a abordé un peu en long et en large dans l'émission spéciale Halloween, il me semble, où on avait parlé des comic books d'horreur. Oui. Et en particulier, on était revenu assez longuement sur la carrière de Corben qui s'était fait connaître dans les années 70 en illustrant beaucoup, puis ensuite en illustrant et scénarisant des histoires d'horreur chez Eerie Comics ou voilà, donc qui sont souvent des recueils de nouvelles courtes adaptées soit de petites légendes urbaines, de contes folkloriques, généralement assez macabres, et c'est évidemment des comics emblématiques des années 70. C'est comme ça d'ailleurs que beaucoup de jeunes fans de ces générations-là, années 70, années 80, en sont venus par la suite aux comics mainstream, c'est-à-dire que les comics qui se vendaient vraiment pas cher dans les kiosques, c'était ces comic books-là qui étaient imprimés sur du papier de mauvaise qualité, en noir et blanc. Un peu comme les Penny Dreadful. Voilà, les Penny Dreadful, les romans de gare et tous ces trucs-là. Et Richard Corben qui depuis quelques années s'est quand même fait une belle place de choix dans l'écurie Dark Horse, entre autres en collaborant avec Mignola, on en reparlera, se fait là pour le coup un petit plaisir pour de vrai, c'est-à-dire que je pense que personne lui a demandé de le faire, mais que lui il a dit j'ai très envie de faire ça, c'est-à-dire de relancer une série de recueils de nouvelles macabres vraiment comme à l'ancienne, c'est-à-dire que ce sont des issues imprimés sur du papier toilette en noir et blanc, avec une qualité d'impression que l'on pourra qualifier d'hasardeuse, et sans aucune pub, et ça c'est aussi intéressant de le signaler. C'est vraiment avec le moindre espace de papier, que ce soit la 4e de couverture ou le recto de la couverture, sont utilisés pour raconter des histoires, pour glisser des anecdotes. Et donc c'est un recueil de nouvelles macabres présenté par Mag the Hag, puisque si jamais, même si vous y connaissez pas forcément en comics fantastiques des années 70, si vous avez regardé ne serait-ce qu'un épisode des Contes de la Crypte, vous savez que ce genre d'histoire a toujours son narrateur, son sorte de monsieur loyal. Et chez Richard Corben, il réutilise un personnage qu'il a déjà présenté dans plusieurs de ses histoires antérieures, à savoir Mag the Hag, qui est une sorte de sorcière vaudou très très vieille, avec des gigantesques seins qui lui tombent jusqu'aux genoux, et qui est vêtue d'une simple capuche, et qui à chaque épisode introduit des histoires. Généralement la dernière phrase qu'elle prononce, c'est le titre de l'histoire qui apparaît d'un coup. En gros, on imagine un coup de tonnerre derrière, et ça marche vraiment bien. Enfin, pour moi qui ai beaucoup lu de comic books comme ça quand j'étais jeune, parce que je les avais retrouvés dans les caisses de mon oncle, ça me ramène clairement à cette époque-là. Donc il y a un côté un peu Madeleine de Proust. J'adore Corben, je continue à dire que c'est un mec qui a un trait simplement unique, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Absolument personne ne dessine et surtout ne colore ses œuvres comme lui, c'est-à-dire que même en noir et blanc, il travaille ses nuances de gris au spray, comme il l'a, une méthode qu'il a quasiment plus ou moins inventée dans les années 80, ou en tout cas participé grandement à populariser, et du coup ça donne une œuvre tout à fait singulière. Une fois de plus, je répète que ça sera certainement pas du goût de tout le monde, parce que c'est un dessin qui s'éloigne clairement des standards qu'on retrouve aujourd'hui dans l'industrie du comics. C'est très 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 à l'ancienne, même sa manière de toute façon de raconter les histoires. Si vous cherchez des comic books extrêmement dynamiques, dont le rythme va à 100 à l'heure, c'est clairement pas pour vous. Ça a la particularité d'être des histoires courtes, mais qui
qui se déroule quand même lentement. Donc c'est assez particulier. Et puis malgré tout, il y a un côté sérial, feuilletonnant, puisque au-delà des 4 ou 5 petites nouvelles qu'on trouve dans chaque issue, il y a également en fin d'issue une histoire qui se continue de numéro en numéro et qui là ressemble plus à une sorte de péplum fantastique qui est un peu psyché, qu'on a l'impression d'être écrit par un mec qui a pris quand même une sacrée dose de champi avant d'écrire son histoire. Avant de la dessiner. Ce qui fait de Shadows on the Grave, donc le titre, je sais même pas si j'avais dit le titre depuis le début, Shadows on the Grave chez Dark Horse, un comic book qui se prend plus comme qui peut plus se prendre comme une sorte de retour vers le futur, comme si on avait sorti un comics d'une vieille boîte rangée dans le grenier qui n'avait pas été ouvert depuis 30 ans et qu'on les réouvre aujourd'hui. Je pense que ceux qui, en revanche, les plus vieux auditeurs qui connaissent vont retrouver exactement les mêmes sensations. Donc voilà, moi ça me plaît bien. C'est pas un comics spécialement profond dans lequel on va aller chercher des sous-textes incroyables, des mises en place pour de futurs arcs qui mettront tous les personnages du Corbenverse à contribution, mais pour des trajets en métro ou avant de vous endormir le soir dans le lit, c'est super cool à lire. Non, toi, je sais que t'as trouvé ça un peu malaisant parfois. C'était super creepy. Mais voilà, c'est mon avis. Le but, hein. Je suis assez friand de ce genre de récit aussi, il faut bien le dire, donc perso je recommande. Toi, est-ce que l'horreur, pareil, ce genre de conte obscur, toi, Cutrus, est-ce que ça te parle? Est-ce que t'aimes bien? Enfin, je pose la question, mais je connais la réponse. Complètement. Ouais. Complètement. C'est pour ça que j'avais présenté le dossier de Doggy Bag, quoi. Enfin, si Doggy Bag, c'est un peu la même ambiance, mais moderne, là, c'est vraiment, ça revient aux sources, effectivement. Doggy Bag, c'est les enfants de ce genre de comics, ça fait ça, quoi. Et moi, quand j'ai lu ça, je me suis revu mater les épisodes des Contes de la Crypte. Qui passait, je sais plus sur quelle scène là. La bande son d'Adrien. Et j'adore parce que c'est des histoires courtes, souvent morbides, très simples, mais tu retrouves plein d'émotions rapides, quoi. Si tu te prends pas la tête à suivre un énorme arc ou une énorme histoire, c'est juste c'est du plaisir instantané en fait, et c'est hyper agréable. Et puis je ne résiste pas juste rapidement à l'idée de vous raconter l'histoire d'un vieux monsieur qui avait très peur d'être enterré vivant et qui donc a demandé à sa famille de faire de lui une sorte d'épouvantail du cimetière. Sauf que quand il a commencé à pourrir et à sentir mauvais, ils se sont quand même dit bon bah là il est vraiment mort, on va l'enterrer. Et 2 jours après il est ressorti de sa tombe, il a dit non, je vous avais dit que je voulais pas être enterré, je veux redevenir l'épouvantail du cimetière s'il vous plaît. C'est beaucoup de trucs littéraires, il vit sa petite vie d'épouvantail comme ça, tranquillou. où la personne qui a dit un truc, fallait pas juste pas faire ce qu'il a demandé. Ça c'est une histoire sur une page. Et ça fonctionne. Oui, c'est efficace, c'est ça qui est bien creepy. Cutrus ? Ouais, juste. Et puis le dessin de Corben, c'est fantastique, quoi. Moi, je trouve par contre, tu vois, tu peux retrouver aussi un peu dans ce que fait Eric Powell avec The Goo. Clairement. J'ai pas arrêté d'y penser. Clairement. Crayonné, sauf que là, il a vraiment voulu faire dans le old school, donc. Ça se voit vraiment, mais c'est très bien, mais faut aimer, quoi. Mais par contre, alors je me rappelle plus, Joe, tu vas me redire comment s'appelle la bande dessinée le comics de Eric Powell qui est sorti récemment, qui a des histoires Hillbilly, aussi très justement légendes urbaines, c'est Hillbilly, du fond des montagnes, des Appalaches, machin. Ça s'appelle bien Hillbilly, si je crois que c'est ça. Et ça m'a fait penser à ça aussi. Un petit peu. Je me demandais si c'était pas pote d'ailleurs. En tout cas, c'est dans le même genre de coin. D'accord. Et ça met en scène le même genre de personnes. Ben, toi, ton avis sur. C'est de la merde, de la grosse merde. Il dit ça exprès. Mais je ne dirai jamais c'est de la merde sur quoi que ce soit, sauf le caca. Il dira juste je n'aime pas, c'est ça? Ce n'est pas pour moi. J'aime beaucoup, mais bon voilà, je vais pas redire ce que mes petits camarades ont dit. Je dirais juste que je trouve ça hyper efficace, que ce soit des histoires courtes pour plein de raisons, notamment parce que ça se lit rapidement, tu peux en lire une, refermer ton comics et lire la suite plus tard. C'est hyper bien cuté, c'est-à-dire que ça contredit pas ce que Joe a dit sur le fait que les histoires se déroulent lentement, mais en tout cas il n'y a pas de cases inutiles qui font des longueurs. En fait, des fois il y a des ellipses de temps. Clairement, tu vois, genre s'ils sont dans un avion qui vont se crasher, la case d'après l'avion s'est déjà crashé, et tu vois, donc il y a pas de pollution, en fait il y a pas de cases qui servent à rien, donc ça c'est assez appréciable. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que même si toutes les histoires, évidemment le thème principal c'est l'horreur, mais je trouve
qu'il y a quand même une morale générale, un espèce de, tu vois, dire, on cherche pas de sous-texte, mais un mini, c'est de dire que tu récoltes ce que t'as semé en fait. C'est-à-dire que un mec qui bat sa femme, bah, il va forcément lui arriver un truc. Un mec qui veut voler quelque chose, il va forcément lui arriver un truc. Il va être maudit ou j'en sais rien. En gros, il y a toujours cette espèce de morale de dire, et justement, c'est le host de, comme dans les contes de la crypte, qui le dit à la fin, c'est il l'avait bien cherché. C'est toujours l'arroseur arrosé. Voilà, quoi, exactement. Et du coup, quelle que soit l'histoire, tu t'attends toujours à une chute et c'est toujours ultra cruel. Sauf peut-être dans la toute première histoire avec le gamin et les marionnettes, j'ai trouvé ça horrible tellement. Ah là là, mon Dieu. En fait, il y avait rien fait. Ce gamin, il avait rien fait. Bon, tellement creepy. Et du coup, il y a toujours t'attends toujours une chute et ça cut d'un coup et tu vois. Quand tu vois The End, voilà, tu fais genre what, c'est ça. Déjà, tu fais, bah oui, c'est bien fait. Et tu vois, tu regardes la page d'à côté, tu dis ok, il reste plus que la page, comment ça va. Donc ça, c'est assez cool. Et pour les dessins, Corben, en fait. Joe a vraiment résumé, c'est que t'aimes ou que t'aimes pas, tu peux pas être insensible. Moi, je sais pas encore si je l'aime ou si je l'aime pas, Richard Corben. C'est spécial quand même. Hein. Bah, en fait, oui, et tu vois, moi je l'ai découvert avec Hellboy, donc en plus c'est particulier. Mais ce qu'il y a, c'est que tu sais pertinemment que c'est quelqu'un qui sait dessiner vraiment très bien. C'est un artiste, un vrai artiste. Il sait peindre, il sait faire tout ça, mais des fois je le trouve un peu feignant. Alors je sais pas. En fait, il y a certaines pages où il dessine vraiment bizarrement. La case d'après, c'est bien fait. Enfin, je sais pas. Des fois, je connais un mec qui s'appelle Bastien Vives. Il t'en aurait collé une déjà là. Peut-être, mais en tout cas, tu vois, je peux ouvrir. Feignant donc. Je peux te trouver une. Bah oui, feignant dans la mesure où des fois sur la même page, en fait, c'est inégal. C'est-à-dire qu'il va te faire un truc où ça sera bien brossé, coloré et tout machin, et le bonhomme d'après, il ressemble plus à rien. Enfin, tu vois, ça arrive pas tout le temps, mais ça arrive un peu. Et le truc, c'est que quoi qu'il arrive, que t'aimes ou que t'aimes pas ses dessins, t'es dérangé par les dessins. C'est-à-dire qu'il arrive aussi bien avec ses monstres, il fait toujours des monstres dégueulasses et tout, mais même le pire, c'est les humains, des gens un peu pétés du casque ou quoi, qui vont avoir un sourire complètement édenté avec les dents qui ressortent. C'est absolument horrible. Et donc, quoi qu'il arrive, que t'aimes ou que t'aimes pas son style, t'es touché par ça et donc ça en fait un artiste, quoi. Que truc, oui, parce qu'en fait, en plus, il y a une espèce de déséquilibre entre le corps et la tête. La tête, elle est très détaillée, très ronde, avec beaucoup d'ombre, et les corps sont un peu plus simples. Donc, c'est vrai que c'est dérangeant, quoi. Ça me rappelle son Crookman sur Hellboy, qui avait une gueule flippante, quoi. Et pour juste reparler de Max the Hag, j'ai dû attendre qu'ils disent chi pour savoir que c'était une meuf. Ouais, bah ouais, pareil. Je crois que c'était un pirate avec un œil. Donc non, c'est validé, ça se mange vraiment bien et c'est très beau, donc go. Troisième comics cette semaine, c'est Quetrus qui nous le présente. Ça s'appelle The Black Monday Murders. Et encore une fois, on a un auteur très très connu à la proue. Ouais, exactement. Donc Black Monday Murders chez Image Comics de Jonathan Hickman. Donc ils en ont qu'un seul. Pardon ? Enfin, quoi ? Ouais. Ah, j'ai dit comics, j'ai pas dit comics. Oh mince. Et au dessin, Tom Cocker. Alors, la première issue est sortie le 10 août 2016. Là, il y a le TPB qui est sorti des 4 premières issues en janvier, le 25 janvier. Et après, du coup, ça repart à partir d'avril pour le numéro 5. Alors, c'est un comics noir. Donc, on est dans le monde de la finance. Le comics commence, on est en 1929, en pleine crise boursière. Et donc on peut se dire c'est un comics policier, ce genre de choses, mais pas du tout. En fait, ce qui se passe, c'est que quelques sociétés, quelques personnes contrôlent la richesse mondiale, mais tout ça est mêlé de magie. C'est-à-dire, d'un côté, tu as ce qu'on appelle la Western School, et de l'autre côté, l'Eastern School. Donc, Eastern du côté de tout ce qui est Russie et tout ça, et de l'autre côté, Western pour tout ce qui est Amérique. Oui, il garde la base de la guerre froide avec oui, il garde la base de la guerre froide, et en fait, on se rend compte que les gens qui contrôlent en fait les grandes sociétés, à la bourse, etc., sont en fait une espèce de conglomérat de personnes pratiquant la magie ou étant aussi des créatures étranges, ça peut être des vampires ou ce genre de choses, et tout est basé là-dessus. Alors ça peut paraître un peu bizarre comme c'est complètement bizarre. C'est complètement bizarre, ça peut paraître bizarre comme approche. D'autant plus que c'est traité de manière hyper réaliste, c'est pas genre il y a des vampires, il y a des... Non, au début on se rend pas compte en fait, au début on est vraiment dans la crise de 29 et on se dit ok, ça va être une histoire policière ou une histoire noire et ça, et dès le début en fait on se rend compte qu'il y a de la magie, qu'il y a une espèce de j'ai pas le mot en fait, je dis conglomérat mais c'est pas ça, aidez-moi, une espèce cabale de société secrète, voilà, c'est ça, de sociétés secrètes qui se renouvellent d'année en année, qui peuvent vivre très longtemps apparemment. Congrégation. Voilà. Ouais, un agglomérat. Vous aussi, si vous avez du vocabulaire ou un thésaurus à vos côtés, société secrète, c'est le bon mot. Le champ lexical de la société secrète.
Un peu grou, un club, un truc. Avec nous, trouver les différents synonymes de société secrète. Et tu te rends compte qu'ils vivent depuis longtemps, c'est eux qui contrôlent en fait la richesse mondiale et qui ont mainmise un peu sur tout ça, quoi. Et que chaque grande crise financière, même moderne, parce qu'ils citent même Goldman Sachs dans le comics. Et Rothschild. Et plein d'autres banques super connues. Exactement, sont en fait contrôlés par ces gens-là, en tout cas par ce conglomérat un peu étrange, un peu ésotérique. Et voilà. Donc par exemple, oui, tu as cité Rothschild parce qu'en fait, dans la partie américaine de ces conglomérats, tu as 4 postes qu'on appelle, qui sont la roue en fait. Je vais pas aller plus loin dans le détail. C'est très technique. C'est très technique et en fait, tu as des noms et les noms, c'est des grands magnats américains, dont Rothschild. Et en fait, on se rend compte que depuis plus de 100 ans, c'est des Rothschild qui siègent à ces postes-là, etc., etc. Alors, je vais pas rentrer en détail dans l'intrigue. Ce que je veux juste dire, c'est que effectivement, c'est très dur de rentrer dans ce comics-là. C'est-à-dire que si vous lisez juste le premier issue, qui est très long, je crois, elle fait 56 pages. Les prochains, celles d'après, sont beaucoup plus courtes. Donc, courage, quoi. Il faut rentrer dedans parce qu'il y a énormément de détails. C'est pas juste une BD. En fait, je pense qu'on peut aussi appeler ça un roman graphique parce que il ajoute beaucoup de textes en plus et de schémas en dehors des cases classiques de BD. Donc au début, on s'y perd un peu, on revient en arrière, on vient relire parce qu'il y a beaucoup de noms, beaucoup de termes techniques, beaucoup de termes un peu ésotériques, ce genre de choses. Mais ça vaut vraiment le coup de s'accrocher, ça vaut le coup de continuer à lire, de revenir, d'essayer de comprendre qui est cette personne-là, quel est son rôle dans le comics, etc., etc. Donc voilà. Et donc qu'est-ce qui se passe ? On revient en 2016 après être passé par la case 1929. Et là, une des personnes du coup de la roue, comme je l'ai dit, donc de ce conglomérat, est assassinée. Et on met un détective qui s'appelle Théodore Dumas, qui fait partie du NIPD. Et ce détective est un peu spécial, c'est-à-dire qu'il a des origines vaudou et il est un peu aussi... il est un peu dans l'ésotérisme, etc. Et il va creuser, et il va commencer à rentrer dans cet engrenage et commencer à connaître la vérité. Alors, j'en vous en dis pas plus, mais il y a des scènes assez incroyables dans ce comics, dont on en parlera après si vous voulez, ce que vous en avez pensé. Mais moi, la scène dans le commissariat où ils interrogent une des personnes de ce conglomérat russe, c'est une des scènes qui m'a le plus retourné dans ce comics. On y retrouve quelque chose de très noir, comme quelque chose qu'on peut avoir dans True Detective dans la série, mais quelque chose aussi de très que Lovecraftien, quoi, parce que ça mêle l'étrange, ça mêle ce genre de choses, et les dialogues sont écrits au cordeau. Moi, j'ai pas trouvé un seul dialogue, une seule phrase mal écrite ou qui n'allait pas où il fallait. Voilà. Pardon, non, je crois que tu avais terminé. Et juste, je termine sur l'artiste, en fait, sur Tom Cocker, moi que je ne connaissais absolument pas. Il fait un dessin hyper réaliste. Un artiste qui a du chien. Un artiste qui a du chien. Pardon. Excusez-moi. Il fait un dessin hyper réaliste. Tout est dessiné en ton un peu sépia, marron. C'est presque du noir et blanc, mais c'est pas du noir et blanc. Alors c'est un peu bizarre parce que vu qu'il les dessine très réalistes, les personnages n'ont pas souvent la bouche ouverte, n'ont pas énormément d'expression, donc ça peut être choquant. Mais en fait, ça colle parfaitement à l'univers de série noire. Voilà. Donc. C'est bon, Eric, là, ça y est. C'est la fin. Désolé, je voulais confirmer ce que tu disais. Juste une petite chose et je donnerai la parole à mes petits chroniqueurs. J'ai pas trouvé... En fait, les premières pages, effectivement, quand on te présente le crack de 29, moi, j'en ai absolument rien à faire de ce genre de choses. Mais très vite, en fait, j'étais happé par le truc malgré les 50 et quelques pages. Je trouve que c'est quand même finalement assez accessible, même s'il présente les choses de façon assez séquentielle. Au début, c'est les banques, puis la magie, ainsi de suite. Finalement, j'ai vite été accroché. Moi, j'ai clairement pas senti les 56 pages passées. Ouais, c'est... J'avais l'impression de lire une issue normale, quoi. Je pense que ce qui est sûr et clair, c'est que c'est extrêmement riche et que vous allez prendre plein d'informations dans la figure très rapidement. Ben. Oui, bonjour. C'est de la merde. D'accord, donc c'est ton truc. C'est parce que on va donc parler de Mignola. C'est couleur caca. Non, Mignola, du tout. Non, c'est génial. Non. Je vais pas répéter ce qu'a dit Ketrus. Juste dire que j'étais quasiment conquis avant même d'ouvrir le truc parce que tout ce qui est société secrète, je suis assez fan. Et justement, dès le départ, tu vois qu'il y a un truc qui est pas clair. Donc ça, c'est, je pense qu'ils ont réussi à m'accrocher tout de suite. Là où je me suis posé la question, est-ce que je vais vraiment continuer ? C'est effectivement, j'ai trouvé que c'était dense.
En fait, c'est assez bizarre parce que d'un côté, c'est même pas le nombre de pages, hein, mais d'un côté, c'est assez dense. On t'explique pas trop pourquoi, le comment du pourquoi. Au compte-gouttes, t'as des documents à lire, etc. Comme disait Ketrus, faut revenir, etc. En avant, en arrière, mais. Donc là, tu peux te dire, putain, j'ai pas que ça à foutre, ou c'est pas. Non, ou genre, enfin, tu vois, j'aimerais que ça soit plus simple, ils m'ont saoulé, tu vois. Mais ce qui est fou, c'est que j'ai ressenti dans chaque personnage de ces espèces de groupes-là. Je sais pas si c'est dû au dessin, je sais pas si c'est dû à l'écriture. J'ai eu envie de savoir les secrets de tout le monde, savoir. Enfin, en gros, chacun. Est dangereux, enfin chacun paraît dangereux, chacun paraît cacher des trucs et tout ça, et donc je me suis dit ok, bah si je veux en savoir plus sur eux, c'est trop bien, je suis méga chaud. Donc en gros ça te file une espèce d'encyclopédie, ça te pose une encyclopédie sur le bureau, poussiéreuse, mais ça te donne envie en te disant en fait tout ce que tu voudras savoir c'est là-dedans, donc vas-y épluche et fais ton truc. Et c'est un peu comme une sorte d'enquête où en fait au compte-gouttes tu découvres les trucs. Donc ça j'ai bien aimé. Je sais pas si j'irai à la fin malgré tout parce que c'est quand même, enfin je vais y aller petit à petit, tu vois. Malgré tout les dessins m'ont beaucoup plu. Je trouve qu'il est assez habile, il a une espèce de petit trait griffonné où il joue avec les épaisseurs du trait, donc je trouve ça assez joli. Et la couleur est très belle aussi, il y a des très beaux jeux de couleurs, Ketrus l'a dit, dans des tons un peu marron, sépia, orange, etc. Donc c'est assez joli. Donc ouais, moi je recommande, je pense que je vais y aller petit à petit, un peu d'ailleurs pour reparler du parallèle avec True Detective où tu peux pas vraiment te taper 2 ou 3 épisodes à la suite parce que c'est dense, enfin faut les digérer, mais dans le bon sens. Voilà, je vais prendre ça petit à petit, quoi. Mais c'est très bien. C'est très très bien. Et Joe, toi, est-ce que pareil, l'épaisseur du texte, absolument. J'ai été totalement convaincu. Hickman revient à ce qu'il fait pour moi de mieux qu'il avait fait dans Manhattan Project déjà, c'est-à-dire livrer sa version alternative de l'histoire, si tu veux, reprendre des faits historiques avérés et dire oui mais en fait ce que le public ne sait pas c'est qu'en vrai ça s'est passé comme ça. Et il a cette manière. Alors que Manhattan Project, par exemple, ça partait dans quelque chose de beaucoup plus absurde. Il a quand même cette manière de rendre tout pas crédible, mais à chaque fois t'es là genre et si en fait on se foutait de notre gueule. En fait c'est invérifiable de dire qu'il a tort en fait. C'est ça, parce que tout est tellement étayé, appuyé par des documents, des archives, des personnages qui s'expriment de manière hyper réaliste et tout, que t'es là genre tout est hyper crédible. Des arbres généalogiques. Et donc je vais pas m'étendre longtemps parce que effectivement on a un peu tout dit, mais je reviendrai sur ce qu'ont dit Ketrus et Ben en disant qu'effectivement cette série pour moi c'est Hickman qui fait se rencontrer Lovecraft et True Detective, vraiment, c'est-à-dire que s'il y avait une saison 3 de True Detective, ça pourrait être ça, quoi. Ça fonctionnerait sans aucun problème. En série télé ça serait cool, ouais. Ah ouais, c'est hyper, enfin pour moi c'est hyper prenant. Effectivement c'est dense, mais en fait tu peux t'imaginer tellement d'arcanes sous-jacentes à ce truc que si t'aimes bien effectivement les histoires de sociétés secrètes et c'est passionnant vraiment. Ketrus, si vous voulez ajouter quelque chose. Ouais, tu parlais des complots là, est-ce que qui se référait justement à est-ce qu'on nous dit la vérité, tout ça. Ouais. Vous avez compris comment parce que moi il y a une page avec des URL, vous êtes allé les voir et je crois qu'en fait c'est des vrais forums complotistes ou ce genre de trucs, non, sur lequel je suis pas allé voir, j'ai pas poussé jusque là. D'accord. Bon, ceux qui le liront peut-être peuvent nous donner leur avis, quoi. Parce que moi j'ai pas essayé. C'est en fait dans le début en fait de l'étudiant, ouais. Moi quand j'imagine la vie de Hickman, c'est ouf parce que ce mec écrit quand même les 3/4 des trucs qu'il écrit. Tu te dis qu'il est obligé d'avoir des connaissances de ouf et de faire des recherches de dingo. Enfin, quelque chose à ajouter, messieurs? L'adresse ne marche pas. Il a essayé, donc c'est. Le mec est allé voir en direct. T'as mis 2 ou 3 W? 2. Putain, journalisme d'investigation dans Comics Outcast, on pourra pas dire qu'on fait notre job par-dessus la jambe. Bonjour Guy Lagache. Alors lui il n'existe plus, mais par contre t'aurais pu faire... Il est pas mort, je pense. Non, c'est vrai. Il existe toujours. Il n'est pas mort, Guy Lagache. Il est dans la Speed Force. Bon, vas-y. Ok, non. Vous retrouvez toutes les informations concernant les comics dont on a parlé aujourd'hui sur le site de Roi du Kawa avec les petites images, les petits liens pour acheter en ligne et tout ça. C'est chaud. Facebook, Twitter et tous les réseaux sociaux pour nous donner vos avis sur ce que nous vous avons recommandé aujourd'hui. Pardon Eric. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'émission après cette petite page de pub. Ça te plaît? Qu'est-ce qu'elle est bonne? C'est complètement addictif. Je vais jamais pouvoir m'en passer.
Dis-moi chérie, t'es bien vierge? Vous en avez marre de vous poser des questions stupides sur la sexualité? Papa, comment on fait les bébés, eux? Vous n'osez pas demander à votre maman? Minuit 69 casse les tabous, les idées reçues et les complexes. Une fois par mois entre adultes consentants. Minuit 69 ne parle pas de cul. Minuit 69 vous parle de sexe. Minuit 69. C'est complètement addictif. De retour pour cette deuxième partie d'émission, on va se concentrer sur un personnage et l'univers qui l'entoure avec un auteur qui s'appelle Mike Mignola et son... Oui, c'est ça, je me suis pas trompé. Et son personnage, Hellboy. Les 4 compères en face de moi, donc Ben, Anthony, Ketrus et Joe, je me suis même pas trompé, vous ont concocté un petit dossier donc sur cet univers. Mijoté, mignolé. Ouais, je sais pas si c'est drôle que vous les mecs, désolé. Si, c'est un verbe, moi je suis chaud pour que ce soit un verbe. Mais tu peux pas dire vous ont mijoté, tu veux dire on fait mijoter pour vous. Mais non, qu'est-ce que je te mijote ce soir, chérie? Non, c'est pas transitif. La transitivité de ce verbe. Mais si, genre, auditeur, si vous avez. Qu'est-ce que tu mijotes? Bah si, qu'est-ce que tu mijotes? Bien sûr. Qu'est-ce que tu fais mijoter? Non, j'ai pas dit qu'on faisait mijoter des trucs. Ça veut dire que t'es en train de faire à manger. Mais je parle pas de carottes. Ou de pot-au-feu. Tout ça pour dire que Top Chef, vous pouvez regarder ça sur M6. Mais en ce moment, nous a donc parlé de comics. Qui est-ce qui introduit, prend la parole? Bah si t'avais suivi le conducteur. Non, mais en fait, on s'est dit que. On s'est dit que pour cette présentation qui devrait être une émission de 3 heures, tellement Mignola et le dieu. Non, on allait en fait scinder en 3. Je vais vous faire. 3 heures donc. Ouais, 3 heures, voilà. Je vais vous faire une petite présentation de la personne et de son art visuel et scénaristique. Ensuite. Non, dis pas, ce sera la surprise. Ok. Joe, il a préparé des trucs, j'ai l'impression. Non, le mec expose son plan comme en 3ème, ouais. C'est ça, mais il faut qu'on comprenne. Alors, de ça, je sais où on va. Mignola aimait les comics. Tout des plus petits. Bienvenue sur France Culture. Oh, il a la voix, merde. Bienvenue sur Mignola Outcast. Faut que tu nous fasses des bandes annonces. Donc Ben, oui, pardon. On y va, sinon. Donc voilà, tout à fait. Donc Mignola, pour ceux qui ne le connaissent pas, est un Américain qui est né en 1960. Voilà, donc ça c'était pour dire. Qui a un certain âge aussi. Voilà. 57 ans, le calcul est facile. Voilà, 60 57, exactement. Il est diplômé en illustration au California College of Art, donc c'est pas, il est diplômé, hein, il a le droit d'écrire, il a le droit de dessiner, ouais. Dans le monde visuel. Et en gros, il entre dans le monde des comics en 80 où il fait des petites illus et des covers, notamment chez Marvel où il est d'abord encreur sur des trucs comme Daredevil ou Hulk ou même Rocket Raccoon. Et puis ensuite il va chez DC, pareil, il fait des petits boulots, des petites covers, mais il fait toujours des trucs un peu de backup, des petites covers, des mini, très très mini covers. Des petites covers, des petits trucs. Voilà, exactement. Des petites covers. C'est vrai qu'il est pas mal invité. Voilà. Arrête. En 1989, il utilise un personnage qu'on aime beaucoup qui est Batman en sortant un truc qui s'appelle Gotham by Gaslight, qu'il écrit et dessine, si je dis pas de bêtises aussi, sur certaines planches. Il commence à poser son style qu'on connaîtra plus tard, mais il est encore en mode je suis là en backup s'il y avait besoin de moi, etc. Début des années 90, il fait des petits... il est un peu moins présent, jusqu'en 94 où... j'en avais parlé dans l'émission où j'ai vraiment parlé de Hellboy, mais à la suite d'une convention où il crée un personnage comme ça sur un petit papier où c'est sans ambition aucune, le truc a un succès et il décide de créer un personnage qui s'appelle donc Hellboy, qui va être vraiment le diamant, j'ai envie de dire, de son univers qui va suivre. Ça, c'est mes amis qui en parleront. Juste très rapide, j'ai juste pas envie qu'on se fasse défoncer par les auditeurs. Mais là, il a pas écrit Gotham. Non, il a pas écrit, d'accord. C'est ok. Il a juste dessiné. Il a pas coécrit. Je pensais qu'il avait coécrit. C'était Brian Augustine, voilà. Qui ça? Brian Augustine, mais c'est du fond de ma mémoire. T'as Wikipédia sur ton téléphone. Donc voilà, donc je laisserai mes petits copains parler de tout ce qui a suivi Hellboy en termes de personnages et d'univers. On en parlera après. Je voulais parler donc de ses inspirations. En fait, son dessin et son écriture sont étroitement liés. En fait, pour la petite histoire, à 12 ans, il lit Dracula et en gros, il est chamboulé complètement. Il adore tout ce qui parle de monstres, tout ce qui parle de légendes, de mythes et de folklore du monde entier.
Et donc en fait ça va être un peu son univers, enfin ça va être son angle. À chaque fois qu'il écrit des trucs, c'est sur des monstres, sur des légendes du monde entier, notamment, enfin beaucoup de folklore européen, mais il y a aussi du folklore américain, on en parlera avec Corben, africain, enfin vraiment de tous les pays. Et là où ça se traduit dans son dessin, c'est que il va prendre ses inspirations. Donc lui c'est un peintre, pas à l'origine, mais il est quand même, ça fait partie de des cordes qu'il a à son arc. Il va se baser sur l'expressionnisme allemand, qui est vraiment basé sur c'est vraiment du dessin des tripes en fait. Tu lâches des émotions, quitte à ce que ce soit pas scolaire au niveau du trait, enfin que ce soit pas que les proportions. Enfin il y a pas d'histoire de il faut qu'il y ait une perspective comme ça, il faut qu'il y ait des proportions comme ça. C'est des il se base pas. C'est un truc qui est des émotions pour déclencher des émotions chez les autres, et je trouve que ça correspond vraiment bien à son style. Lui il va le traduire en comics et en illustration par du dessin très anguleux, avec des lignes claires plus ou moins, où enfin il va vraiment comment dire, il va créer un univers de par ses inspirations qui lui ressemble. En fait, en gros, ce qu'il a envie de raconter comme histoire, ça va se raconter aussi par les dessins. Et là où tu peux ouvrir n'importe quel bouquin de lui ou voir n'importe quelle illustration de lui, ce qui va choquer en premier, je pense, c'est cette ambivalence ombre-lumière. En fait, on aurait tendance à dire qu'il y a beaucoup d'ombre dans ses dessins. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire qu'il part d'une feuille noire et qu'il peint un peu, ou il dessine un peu avec la lumière. La lumière. Exactement. Et en gros, c'est vraiment. Il a fait beaucoup de dessins où il y a des aplats, il y a très peu d'ombre, mais son style à lui, il a un trait particulier, mais c'est surtout sa gestion des ombres et des lumières, comme dans l'expressionnisme allemand. Et je trouve que c'est ce qui caractérise son dessin, c'est ce qui donne de la mélancolie à son discours. C'est de toute façon, tu peux pas, si tu choisis de raconter des trucs de monstres ésotériques, des trucs d'esprit torturé et tout, tu vas pas faire un truc à la Suicide Squad avec des couleurs. Enfin, tu peux, mais en gros, disons que la logique graphique d'un truc comme ça, c'est plutôt un truc noir avec beaucoup d'ombre, avec des visages qui ont vraiment beaucoup de caractère, beaucoup de rides. Je trouve que son dessin, traduit vraiment bien ce qu'il veut faire comme discours. Peut-être qu'un jour il changera et qu'il voudra raconter des trucs. Oui, Kétrus, lève le doigt. Vas-y, Kétrus. Non, et puis je voulais dire, c'est un des rares à avoir créé son style en fait. Complètement. Et là où tu vois qu'il a vraiment créé son style, c'est que quand les personnages du Hellboyverse, pour pas dire Mignolaverse, je vais me faire engueuler, sont dessinés par d'autres dessinateurs, tu reconnais quand même le style Mignola. Bien et sûr. Ça, c'est quand même un trait. Voilà, il sait s'entourer, mais c'est quand même la preuve que c'est un grand artiste et que c'est son style à lui qu'il a créé, quoi. Ouais, bien sûr. De toute façon, il est clairement reconnu comme un des mecs qui a posé son style, comme Kirby et d'autres gars comme ça. Comme Corben, dont on parlait. Comme Corben, exactement. Juste mais Corben, il a pas beaucoup d'imitateurs, par contre, je trouve. Par rapport, contrairement à Mignola ou Kirby, il a les pas. Crados. Ouais, mais il a... Non, mais oui, c'est pas négatif ce que je dis. C'est juste que tu vois sûr, mais il a posé un truc. Je suis d'accord. Il a posé son trait, mais surtout en termes de colorisation, il a énormément de gens qui sont. C'est un de ses potes et un des mecs qu'il admire, c'est Corben, c'est sûr. Et donc voilà, effectivement, comme le dit Kétrus, il a posé son truc, non seulement il a créé un univers dont on va parler, c'est-à-dire avec une logique, des personnages, des événements qui sont liés, tout ça, mais il a aussi créé un style graphique. Et il a mis longtemps avant de dire qu'il allait pas dessiner des histoires qu'il avait écrites. Mais au moment où ça s'est passé, d'ailleurs c'était en tout premier avec Corben justement, il a su s'entourer de gens qui lui ressemblaient, pas forcément dans le trait, mais en tout cas dans l'envie de raconter ce genre d'histoire. Et en général c'est des gens qui sont fans de lui à la base, mais voilà, il a réussi à faire perdurer son univers même si lui dessine pas. Et donc ça c'est dingue. Et juste pour finir sur son univers, je parlais de Dracula qu'il a vu quand il était jeune. Dans ces histoires tu peux retrouver du Lovecraft, tu peux retrouver de la littérature victorienne, tout ce genre de trucs. Et voilà, et donc c'est un mélange, et c'est pour ça que c'est toujours hyper mélancolique, hyper triste. Il y a toujours une espèce de morale, un peu d'ailleurs à l'image de ce qu'on disait sur Corben, c'est-à-dire que il y a toujours c'est des histoires courtes, pareil d'ailleurs, c'est le même principe, c'est des histoires courtes, souvent inspirées de légendes, mais pas forcément calquées, c'est-à-dire il va lire une légende dans un bouquin sur, je sais pas, une sorcière qui est dans des bois, il va juste prendre le fait que c'est une sorcière qui a un nez crochu, j'en sais rien, je dis une bêtise, tu vois, il va emprunter vraiment des trucs là où il veut, et il va le réinterpréter pour se l'approprier
approprié, et au final tu vas te dire ah putain cette histoire ça me dit quelque chose, j'ai déjà lu, et il s'en cache pas hein, d'ailleurs si tu prends notamment la librairie édition où il écrit des éditos et des trucs comme ça où il explique comment il fait son truc, ou même dans ses sketchbooks à la fin il te dit je me suis inspiré de tel truc parce que ça me plaisait, il t'explique pourquoi, donc il y a aucun plagiat, il assume complètement, mais il arrive à en faire un truc à lui, et tu te dis enfin limite ça donne envie de voir l'histoire originale dont il s'est inspiré, mais tu te dis en fait ok ça ce que je viens de lire c'est vraiment un truc qui a été créé par lui, et je sais pourquoi, il t'explique pourquoi, des fois il a un processus vraiment particulier que seul lui dont seul lui a le secret, et voilà, et que ce soit pour le scénar ou pour les dessins, des fois il te dit qu'il a passé des semaines et des semaines à trouver comment dessiner un monstre, il en dessine et tout ça machin, notamment c'est The Island je crois, il a galéré, il y a eu plusieurs mois entre deux trucs, voilà, donc moi j'aime ce gars parce que j'adore les histoires qu'il raconte, j'adore son dessin, et parce que il est amoureux de ce qu'il fait, et donc je le trouve mortel. Messieurs, que truc Joe, est-ce que moi je rebondirais un petit peu sur tout ça en disant que pour moi ce qui qualifie le plus l'œuvre globale de Mignola, c'est la cohérence en fait. C'est effectivement la maestria avec laquelle il a créé un personnage. Parce qu'il faut pas se mentir, tout part d'Hellboy quand même, c'est un peu l'alpha et l'oméga de sa carrière, même s'il a fait des choses avant bien entendu. Non, c'est clairement ça. Et à partir de ce simple personnage tout seul il a élaboré un univers extrêmement complexe, extrêmement dense, et qui, par le biais de toutes les références qu'il régurgite, donne en plus de ça envie d'aller plus loin que son œuvre. C'est-à-dire que quand tu lis du Mignola, t'as envie de lire aussi, de découvrir tout ce qui a pu l'inspirer. Et oui, tu as aussi envie de t'imaginer tout ce qu'il y a entre les lignes et toutes les choses qu'on ne te raconte pas. C'est-à-dire que dans Hellboy, il y a aussi énormément de non racontés. C'est-à-dire qu'on te laisse avec des détails d'une légende, d'un folklore ou d'un personnage. On va plus jamais l'entendre parler, mais toi, entre-temps, ce personnage aura fait son chemin dans ton inconscient, dans ton imaginaire, et du coup, quand 10 ans plus tard, il va ressortir ce personnage, toi tu te seras déjà fait tout ton background, t'auras cherché sur internet, dans des bibliothèques, un petit peu partout de quoi il s'est inspiré, de quoi ça parle, et tout ça avec une cohérence qui tient le coup encore aujourd'hui. C'est-à-dire que Hellboy et le Mignolaverse, il a quand même souvent effectué des revirements scénaristique, d'atmosphère aussi. On est parti d'une œuvre très Lovecraftienne pour ensuite partir dans une trame qui s'enracinait vraiment dans la mythologie arthurienne. Récemment, dans Hellboy in Hell, on est revenu à quelque chose de très contemplatif avec des issues où il n'y a quasiment pas de dialogue, où on te raconte la descente d'Hellboy aux enfers et ce qu'il va faire une fois qu'il y arrive. C'est vraiment des atmosphères qui sont à la fois vraiment différentes, voire opposées, et qui pourtant, au fil des années, gardent leur cohérence et gardent cette patte de Mignola qui jamais ne s'est compromis. C'est-à-dire, contrairement à énormément d'artistes de l'histoire du comic book mainstream, parce que Hellboy, c'est un comic book mainstream, c'est pas, ça a beau être. C'est vrai que de l'extérieur, un peu. Enfin, moi. C'est du semi-indépendant, si tu veux. C'est vrai que ça fait un peu genre le. C'est pas grave. Semi-indépendant, mais et donc mon point, c'était que ce mec-là, en plusieurs décennies de carrière, ne s'est pas compromis une seule fois. D'aucuns pourront dire qu'il s'est compromis à l'extérieur du média comic book en cédant un peu des grosses parts de créativité lors de l'adaptation de Hellboy au cinéma, par exemple, des choses comme ça, mais dans son truc à lui, c'est-à-dire le comic book, il n'y a pas de compromission. C'est-à-dire que l'univers de Mignola, c'est lui qui l'a inventé, c'est lui qui le gère. Les gens qui bossent sur des séries ou des histoires qui gravitent autour du Mignolaverse, il a son œil sur tout, sans non plus donner l'impression d'être un leader despotique. C'est-à-dire que tu as quand même l'impression qu'il donne beaucoup de liberté aux gens qui s'approprient son univers, mais à condition qu'ils respectent certains codes qui servent à quoi, ces codes-là? Uniquement à maintenir cette cohérence globale. Et moi, je trouve que ça force mon respect au-delà de toutes les achievements artistiques qui sont déjà incroyables. C'est ce maintien de cohérence sur toute son œuvre. Je trouve ça force vraiment le respect. Ben, ouais, juste pour compléter ce que disait Joe par rapport à Hellboy, là où c'est aussi ouf, ce qui rend sa constance encore plus dingue, c'est que j'ai dit que c'était des petites histoires, et c'est le cas, mais par contre,
de temps en temps, enfin les petites histoires, c'est des histoires de Hellboy, il voyage, voilà, il lui arrive des trucs, mais de temps en temps, il fait avancer l'histoire même du personnage, ses origines, où il va, pourquoi, etc. Parce que les petites histoires dont je parlais, c'est voilà, il va voir une sorcière dans un bois, je reprends mon même exemple, où voilà, c'est des trucs qui sont très courts, mais de temps en temps, il y a des gros arcs. Seeds of Destruction, c'est le tout premier truc qui raconte ses origines, mais après il fait des pauses où il fait des petites histoires scénarisées par lui ou pas, et parfois il se dit comme Conqueror Worm par exemple, qui est un arc où l'histoire elle-même du personnage de Hellboy va avancer. Donc c'est quand même dingue d'arriver à avoir quasiment aucune incohérence dans un univers. Bon, ok, c'est lui qui l'a créé, donc ça serait con qu'il y ait des incohérences, mais c'est quand même fou de se dire, ok, là c'est des petites histoires qui suffisent à elles-mêmes, là c'est une histoire où le personnage avance et il y a pas d'incohérence dans la timeline et tout est ok. Donc c'est d'autant vraiment, que ces petites histoires qui se suffisent à elles-mêmes, souvent tu crois que ce ne sont que des petites histoires qui se suffisent à elles-mêmes, et qu'en fait il y a des détails qui viennent ensuite servir la plus grande histoire, mais parfois des années plus tard. Tu te dis putain, mais comment il a ressorti le truc, comment il fait ils sont trois dans le monde, un phénomène carrément. Anthony. Ouais, c'est vrai que ça marche super. Pardon. Oui, il a pas de casque, il n'entend pas. Ouais, ça marche vraiment super bien. Et tout, en fait, dès le début de l'histoire d'Hellboy, tel qu'on nous la raconte, on s'en rend pas compte dès le départ, mais c'est le tournant de son histoire à lui, sa vie à lui. Il commence à découvrir ses origines et vraiment ce pourquoi il est destiné et vers où il va, c'est assez dingue. Et je voulais rajouter aussi par rapport à ce que disait Nikoto sur la biographie de Mike, c'est que juste avant d'écrire Hellboy, il a adapté le Dracula de Coppola. Oui, c'est vrai. Et là-dessus, il s'est vraiment fait ses armes pour tout ce qui est Hellboy. Ouais, et moi, ouais, si jamais vous avez l'occasion de... Alors, il est hyper cher et difficile à trouver en papier. Mais ça se trouve sur les internets, ce Dracula de Mignola. Et si jamais comme moi vous faites partie des gens qui sont fans du film de Coppola et aussi fans de Mignola, c'est un plaisir des yeux à chaque case son adaptation, parce que c'est à la fois fidèle au Coppola mais avec la Mignola's touch naissante. Et c'est vraiment genre aujourd'hui je trouve que c'est une œuvre un peu référence pour bien comprendre d'où cet artiste vient et sur quoi il a fait ses armes, effectivement. Gutrus ? Ouais, pour revenir un peu sur justement sa gestion de son univers, c'est quand même une œuvre où au départ c'est vrai qu'on part sur quelque chose de assez classique au niveau des comics, même si déjà dès le début on a une petite dose d'ésotérisme qui est assez intéressante. C'est quand même quelqu'un qui est capable derrière de te mettre dans son univers de comics, qui est quand même un gros badass avec une grosse main en pierre et un flingue qui bute les monstres à tout va, en plus avec des phrases choc. C'est presque du clubbering time. D'ailleurs, je me rappelle plus, vous vous rappelez ce qu'il dit en fait, il dit un juron en fait, Hellboy, à chaque fois qu'il tape oh crap ou ce genre de choses, ce qui est quelque chose de très basique. Et derrière, Mignola, il va quand même réussir à te caler, comme tu disais, la littérature arthurienne, mais aussi du romantisme anglais, Mary Shelley, Mark Twain, ce genre de trucs. Et c'est rare de voir ça en fait dans un univers de comics sur autant d'années, quoi. C'est-à-dire que le gars est quand même capable de piocher un peu partout et de te faire un mélange détonnant qui est incroyable. Et en fait, moi, ce que j'avais lu sur comment il écrit ses histoires, comment un personnage vient, alors dans les éditions françaises de chez Delcourt, c'est vachement bien parce qu'on a tous ces petits éditos qu'on n'a pas forcément dans la version anglaise, sauf les librairies éditions. Et en fait, il raconte qu'il note tout, et il note beaucoup de choses, et il discute avec plein de gens. Il discute avec Guy Davis, il discute avec Corben, et il raconte, oui, alors j'en avais parlé il y a 2 ans, et puis ça m'est revenu, puis après je me suis dit tiens, ce serait pas mal, je fais sortir un personnage de Hellboy, je le mets dans une de ses séries, je reprends un personnage d'une de ses séries, je le mets, et même si au début on a plein de petites histoires de Hellboy, à la fin il arrive à tout mettre en forme, BPRD, Hellboy, les autres personnages, et en faire une espèce de fresque épique qui est incroyable, quoi. Donc il a un talent d'écriture qui est phénoménal. Ben ? Non, je disais, je pense qu'on peut parler peut-être du Mignolaverse, enfin du Hellboyverse. Ah, attention. C'est toi qui m'as repris tout à l'heure. Hein. Mais non, mais en fait, en gros, la précision, c'est pas pour faire chier, c'est juste que si tu dis Mignolaverse, tu dois prendre toutes ces créations de personnages, etc. Et il y en a qui font pas partie du canon de l'histoire de Hellboy. C'est-à-dire, si tu prends un truc comme Baltimore, dont on a parlé dans une précédente émission, c'est Mignola, etc. Et ça se ressemble, mais c'est pas... il s'inscrit pas dans l'univers de Hellboy directement. Mais est-ce que c'est pas dans le futur ? Il s'inscrit dans l'univers de Hellboy. Mais pas dans la timeline. Pas dans la timeline, mais par contre, le personnage, il est découvert pendant dans un mini-arc ou une mini-série de Hellboy.
Oui, d'accord, mais ce que je veux dire, c'est Mignolarque. Ce que je veux dire, c'est qu'il est pas rattaché à la timeline, aux événements. Oui, mais il est dans la même réalité. Bah ça, je suis pas sûr. En fait, c'est jamais validé en fait. Non, vraiment. C'est vraiment jamais validé. C'est comme Frankenstein, par exemple, Underground. C'est Mignola. Il a écrit, dessiné, etc. Mais en gros, c'est comme si tu disais, c'est débile de dire ça, mais c'est comme si tu disais, il peut pas rencontrer Hellboy. Enfin, on sait pas en fait. C'est jamais acté. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Pour l'instant, voilà, c'est ça. Non, mais c'est dans son univers. Enfin, si oui, tu veux, mais ce que je veux dire, c'est que c'est c'est pour ça que je fais la distinction. C'est parce que là, par exemple, la petite liste qu'on va faire de personnages, c'est des trucs qui s'inscrivent dans le Hellboyverse, que j'appelle le Hellboyverse. C'est pour ça que je dis, concentrons-nous sur ça. Voilà, pour préciser, mettre les barres. La précision est là. Alors, les personnages du Hellboyverse. C'est pas à moi. C'est Kétrus, c'est le taf de Kétrus normalement. Mais oui, mais c'était la partie 3. Distribution des rôles. Je ne comprends plus parce qu'on a parlé un peu de Hellboy. Je ne comprends plus rien. Oui, donc Hellboy, alors comme vous le savez peut-être ou vous ne le savez pas, Hellboy rejoint le BPRD, ce qui est le Bureau of Paranormal Research Department. Défense, pardon. Le Bureau de recherche et de défense de paranormal. C'est un immense X-Files. C'est X-Files mais avec du pognon, quoi. C'est ça, c'est X-Files avec du pognon. Et en fait, sans rentrer dans les détails de l'histoire, une des forces aussi de Mignola, c'est que les personnages secondaires qu'il va mettre dans Hellboy au début, il les développe tellement, il leur donne tellement une personnalité riche et auquel on s'attache que il a fait sortir de la série Hellboy donc les personnages du BPRD, où Hellboy va continuer un petit moment à être encore dedans, puis il va le quitter. Et dans BPRD, en fait, moi, je préfère presque BPRD à Hellboy parce que je m'attache beaucoup plus à tous ces personnages parce qu'il y en a plusieurs et que toutes leurs histoires sont pour moi hyper importantes même dans les mini-arcs. Même si Hellboy c'est important, mais Hellboy pour moi c'est la colonne vertébrale de son univers et autour tous les personnages qu'il va créer. Mon cœur va plus vers ces personnages-là. Et donc dans le BPRD original, si par exemple on peut prendre quelques personnages, on va pas tous les nommer, mais les plus importants, donc ceux de début. T'as par exemple Liz Sherman, qui est une pyrokinésiste. Qu'on a vu dans le film d'ailleurs Hellboy, pour ceux qui connaissent Hellboy que par là. Et donc elle est pyrokinésiste, elle a vécu une enfance super dure, etc. Et à partir de ce personnage-là, qui est à la base un personnage secondaire, Mignola va faire quelque chose, il va créer tout un univers et beaucoup d'arcs derrière autour de cette personne-là. Elle va être confrontée à, comment on appelle ça, la flamme... Aide-moi, Nekoto. La flamme de l'homoncule. L'origine de son pouvoir. L'origine de son pouvoir. Ah oui. Oui, l'origine de son pouvoir. Elle va créer Roger l'homoncule, Roger the Homunculus, grâce au pouvoir, qui est un deuxième personnage de PPRD, qui est en fait l'homoncule comme on a en fait dans les histoires médiévales et ce genre de choses. C'est une sorte de golem. Un golem, en fait, c'est un homme artificiel, un personnage fait de terre à qui on donne la vie. En gros, c'est ça. À partir de ça aussi, donc. On l'a dans le film Roger l'homoncule, je me rappelle plus. On l'a pas dans le 2, non ? Il y a le fantôme là. Ouais. Johan Kraus. Voilà. Johan Kraus. Alors lui, c'est génial. C'est un chercheur qui est mort et non, qui est pas mort, pardon, qui est une espèce d'ectoplasme. En fait, lors d'une séance où il est médium, et lors d'une séance, voilà, il va hors de son corps et en fait, il revient plus jamais dans son corps. Donc en fait, il est dans une espèce de. Pardon, on m'entendait pas. Il a une espèce de combinaison. Dans laquelle en fait il y a son ectoplasme et qui est complètement hermétique, sauf qu'il peut ouvrir un doigt et il peut sortir de son scaphandre et aller discuter avec les morts en fait. C'est stylé quand même. Okay. C'est tellement bien. Non mais faut l'accepter, c'est hyper utile dans les enquêtes surtout quoi. C'est sorti de l'esprit d'un mec ce truc quoi. C'est trop bien. Il avait cette idée en même temps, il a fait bon on va tout mettre ensemble. Et c'est génial en fait, même quand tu lis en fait il a un accent allemand, même quand tu lis la BD, tu t'entends l'accent, c'est d'enfer. T'as un autre personnage et non des moindres qui est Eb Sapiens, qui est un homme poisson, on va dire. Ictio Sapiens, de son nom latin, qui en fait a été retrouvé, il faut que je retrouve la date, qui a été retrouvé dans les sous-sols d'un hôpital. Et à côté de lui était marqué donc un petit tube qui porte l'inscription Ictio Sapiens, 14 avril 1865. Mais il a été découvert en 1978. Donc en fait, c'est un espèce d'homme poisson, et vous l'avez vu aussi dans le film,
qui a été découvert en 1978. Alors ça aussi, ça c'est génial. C'est un des personnages les plus importants. Il a d'ailleurs sa propre série qui s'appelle aussi Ebb Sapiens, qui est sortie en mars 98 et qui a été continuée plus ou moins. Un autre personnage hyper sympa, je pense que tu vas vouloir en parler, Nekoto, c'est Lobster Johnson. En fait, il est trop cool ce perso parce que dans l'univers, enfin dans la réalité d'Hellboy, c'est censé être un personnage de fiction. Et en fait, Hellboy va le rencontrer en tant que personnage en chair et en os, mais pas que. Enfin, c'est assez. Voilà, alors qu'il était fan des comics, le mettant en scène quand il était Hellboy enfant. Et en fait, c'est un personnage trop cool. C'est un espèce de détective années 30. Ouais, aventurier, justicier, qui en fait, quand il bat ses ennemis, les marque au fer rouge avec une pince de homard. Est-ce que c'est pas trop cool? Et voilà, et lui aussi, il a sa propre série parce qu'il est trop cool. Et il a eu un crossover avec Batman aussi, je crois. Oui, tout à fait. Et dans les personnages, il y en a encore d'autres qui sont en couleur comme ça. Il y en a un, en fait, il y en a beaucoup, mais dans le PPRD, je cite le dernier en fait qui est mon préféré, qui s'appelle Capitaine Ben Daimyo, si je ne me plante pas, qui en fait était un marine et en Amérique du Sud lors d'une intervention. Il se fait attaquer par un espèce d'esprit de jaguar et en fait il est retrouvé mort, mais il est mort, mais en fait il est encore là, quoi. Donc c'est un espèce de personnage zombie. Alors si tu veux, c'est tout à fait, alors moi c'est là où j'insiste sur ce personnage là parce que c'est là où je trouve que Mignola il est vraiment balèze. C'est qu'à la base ce personnage, quand tu le vois dans le premier, dans le VPRD, c'est l'emmerdeur en fait. C'est le mec, il a une espèce de grosse cicatrice et puis c'est le gars, c'est super carré, quoi, le militaire, quoi. Et tu te dis putain, qu'est-ce qui fait chier. À côté, moi j'ai un homme poisson, j'ai un ectoplasme dans un truc, une pyrokinésiste, merde, quoi. C'est quoi ce personnage là? Et c'est un des personnages que j'adore le plus du BPRD parce que plus tu avances dans le BPRD, plus tu découvres sa richesse, sa profondeur, et aussi qu'il n'est pas juste froid et désagréable. Et à la fin, il finit, je sais pas si je peux spoiler, ça m'embête, mais à un moment donné... C'est quand même, c'est comme sur le 93, 94, je pense que... Enfin, on espère que des auditeurs vont commencer maintenant, mais... En fait, ce qui se passe, c'est qu'il a encore, il a été habité par ce qu'on appelle un esprit guépard ou jaguar, en fait, en Amérique du Sud. Jamais la différence entre les deux, à part pour et ça lui pose un gros problème. Donc à un moment donné, il s'en va et il se passe des événements. Et à la fin, en fait, on se rend compte. Alors, je crois que c'est dans un épisode d'Hellboy qu'on se rend compte de ça. En fait, il devient un Wendigo. Qui est une créature du folklore américaine, qui est comme un Yeti, si tu veux, mais sauf que le Wendigo, c'est un personnage fantastique. C'est souvent des gens qui commettent un crime. Parce que le Yeti, tout le monde sait qu'il existe. Hein. Ouais, mais non, mais le Yeti, c'est censé être, tu vois, comme un Néandertal ou ce genre de choses. Bien sûr. Oui, et qu'en fait, le Wendigo, c'est un personnage, c'est une créature fantastique parce que souvent, c'est quelqu'un qui a commis un crime horrible, qui se transforme en Wendigo et qui est condamné à se nourrir de chair humaine jusqu'à la fin de sa vie. Un peu Pokémon Go, mais chair humaine. C'est donc l'épisode musical. Après, je vais pas tous les citer, j'en ai déjà cité beaucoup. Juste pour la petite anecdote, t'as Kate Corrigan aussi, qui est une espèce de qui fait partie du bureau, elle qui n'a pas de pouvoir et qui est en fait une scientifique. Juste le petit truc rigolo, c'est que le personnage, l'apparence du personnage, c'est la femme de Mignola. Voilà, c'est pour plaire à Nekoto. Je savais pas qu'il était marié, je suis jaloux. Ouais, elle est sympa en plus. Et voilà, et après il a sorti d'autres séries, alors je veux pas trop en parler parce que je connais pas Anthony voulait parler d'un petit perso, je crois. Vas-y. Il y a quand même un personnage qui est ultra important dans... Excusez-moi. Il y a un personnage quand même qui est ultra important dans l'univers de Mignola et d'Hellboy, c'est Edward Grey, qui est un détective de l'occulte de la fin du 19e siècle, auquel on fait énormément référence au sein du BPRD, parce que du coup c'est l'un des premiers détectives de l'occulte, et c'est aussi l'un des rares alliés d'Hellboy lorsqu'il tombe aux enfers. D'accord. Et c'est pour revenir aussi sur Witchfinder, c'est en plus de ça la possibilité pour Mignola, il s'en cache pas, de se livrer à une série qui se déroule uniquement à l'époque victorienne, en gros le Londres de Jack l'Éventreur. Et ça, c'était un truc qu'il avait envie de faire, qu'il avait glissé quelquefois dans Hellboy quand il le pouvait, mais dont il avait envie de faire une véritable série qui se passe dans cet univers-là. Et Edward Grey, Witchfinder, c'est la porte d'entrée, et on y va tout droit, quoi. C'est son vrai nom ou c'est un pseudo qui se donne pour oui, c'est pas le mec qui a fait le thé Earl Grey, non, c'est pas lui.
Mais c'est pas ça que je pensais, voyons. Tu voulais... Ouais, non, en fait, c'était aussi pour rejoindre ce que disait Joe. En fait, c'est vrai que souvent, il place des petits trucs qui paraissent anodins. C'est ce que disait Joe tout à l'heure. Et en fait, ça se retrouve quand il explique ses croquis, par exemple. Il dit voilà, j'avais dessiné ça sur un coin de nappe. Je savais pas trop quoi en faire. Je savais que j'allais y revenir plus tard, mais c'était pour me faire plaisir. Je le mets dans un coin de ma tête et je le réutiliserai plus tard. Et donc, et c'est clairement Witchfinder, en fait, à un moment, dans une bulle, il t'explique que voilà, c'est Witchfinder en telle date et tout, et tu dis oh bah ok cool, tu as l'impression que c'est un détail et que c'est pour enrichir l'histoire, mais en gros c'est clairement une pièce qu'il met en disant voilà, je pose ça là et puis on verra plus tard. Et plus tard c'est une série. Voilà, et plus tard c'est une série. et juste avant de redonner la parole à Joe, justement exactement dans cette optique là, dans un des premiers épisodes d'Hellboy, si c'est pour le premier, on voit une espèce de race extraterrestre, c'est pas vraiment un spoil de dire ça, qui en fait sont des gens qui analysent ce qui se passe, ils observent, on les voit très rapidement et on les revoit plus jamais, et là cette année là, fin 2016-2017, il y a un truc qui s'appelle The Visitor. Pourquoi il est resté en fait, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont censés observer et se casser, et lui il est resté, il a un peu aidé Hellboy dans une des aventures sans spoil, et voilà, et on explique, donc c'est-à-dire 20 ans après, quasiment 20 ans, plus de 20 ans après, on t'explique ce qu'il fout là et pourquoi il était là, et donc c'est une méga pièce qu'il a posée quoi. Donc voilà, donc c'est super. Très rapidement, Queutrus. Oui, parce que j'ai parlé des BPRD, mais j'ai pas parlé des artistes qui sont autour de BPRD. Alors il y en a eu quelques-uns, il y en a eu beaucoup, mais pour moi les principaux, c'est John Arcudi qui aide au scénario, souvent toujours en duo avec Mike Mignola, sauf que quelques issues, et surtout les deux artistes qui l'accompagnent là-dessus, qui sont Guy Davis au dessin et Dave Stewart à la couleur. Et franchement, c'est des superbes artistes. Pour vous dire aussi un truc comme quoi la patte de Mignola est vraiment bien marquée, c'est qu'ils ont réussi vraiment à s'approprier. C'est que moi, j'ai regardé Pacific Rims, j'ai regardé les monstres, j'ai fait c'est pas possible, c'est quoi, on dirait les monstres de BPRD, c'est quoi ça? Et j'ai acheté le artbook de Pacific Rim, et dedans, boum, qu'est-ce que je vois? Les croquis de Guy Davis qui bossent dedans, donc voilà. Ça, c'est des trucs, c'est vrai qu'ils mettent pas forcément en avant quand ils font la promotion d'un film, genre au fait les fans de Hellboy vous avez retrouvé après Pacific Rim, c'est Guillermo del Toro, copain de Mignola aussi. Ouais, merci de me laisser ma partie. Ah pardon, excusez-moi Jonathan, je suis désolé. Joe, ta partie est consacrée à Hellboy justement. Non, ma partie n'est pas consacrée à c'est ce qu'on m'a écrit sur mon conducteur. Ma troisième partie, elle est plus consacrée à l'influence et à l'impact qu'a eu Hellboy et l'œuvre de Mignola sur le comics et sur le média d'entertainment en général. Alors pour ça, tu vas prendre ta voix France Culture. Non, parce que j'en ai pas, pas ça, mais parce que on parle effectivement de l'impact qu'ont les arcs narratifs et les détails dans l'œuvre elle-même de Mignola, mais au-delà de ça, évidemment, cette œuvre qui existe depuis plusieurs décennies, elle n'a pas été sans inspirer de nombreux artistes et sans avoir même des conséquences directes sur l'industrie du comics, puisque la maison Dark Horse, qui est la maison historique, l'éditeur historique de Hellboy, qui a été créé au milieu des années 80. Hellboy arrive grosso modo 10 ans après la création de Dark Horse, qui à la base est une maison d'édition qui publie, un peu comme IDW aujourd'hui, des adaptations de franchises souvent cinématographiques en comic book. Sauf que chez IDW, ce sont des adaptations, on va dire, un peu laborieuses, un peu fainéantes, qui uniquement utilisent un titre de film célèbre, une grosse franchise, pour vendre du comics. Alors que chez Dark Horse, il y avait une volonté de vraiment d'adapter, c'est-à-dire de proposer des histoires parallèles et de créer des nouveaux personnages dans la mythologie, Star Wars, Aliens, Predator et tout ça. Quand Mignola arrive, c'est un des premiers, avec à peu près au même moment Frank Miller et Sin City, toujours chez Hellboy, à proposer un univers vraiment personnel, vraiment à part, où on crée de toutes pièces une nouvelle mythologie. C'est ce que donc Mignola réussit à faire avec Hellboy. Et le succès de Dark Horse dans les années 90, il est en très grande partie dû à Hellboy. C'est-à-dire que je crois que la plus grosse vente de Dark Horse, c'était les comics Star Wars, parce que c'était Star Wars et que de toute façon la popularité était telle que tout ce qui sortait estampillé Star Wars, ça se vendait, et que c'était Dark Horse qui détenait les droits.
derrière ça, c'était Hellboy qui détenait le haut du panier et qui a participé à crédibiliser vraiment cette maison d'édition. Eric, tu as une question. Ouais, tu parles des années 90. Est-ce que Hellboy chez Dark Horse, donc dans le cadre des années 90, c'était la même chose que Image qui est en train d'exploser? Est-ce qu'il y avait une espèce pas de rivalité Non, Dark Horse, ça a jamais eu de rivalité. À la limite, si ça avait une rivalité avec quelque chose, Dark Horse, ça aurait peut-être été plus avec Vertigo, tu vois, la branche un peu adulte de DC. Mais encore une fois, c'est autre chose parce que Dark Horse avait cette réputation de maison d'adaptation de franchise et du coup, c'était un truc un peu à part. En revanche, Hellboy et Sin City changent le game. C'est-à-dire que c'est Dark Horse devient au-delà d'une maison d'adaptation, une maison, une sorte de vivier de nouveaux talents, un peu crédible, voilà, en son propre droit. Et puis de tête chercheuse, tu vois, qui va chercher des nouveaux artistes ou des artistes confirmés comme Miller, mais qui vient chez eux pour faire du creator owned, comme ça se passe aujourd'hui chez Image, c'est-à-dire des personnages qui appartiennent à leur auteur. Mignola, quand il bosse pour Dark Horse, il bosse de prime abord pour lui, c'est-à-dire qu'il crée son personnage qui lui appartient. Il se fait plaisir et en même temps il récupère les fruits donc de son travail. Les conséquences, on va dire, indirectes de la création de Hellboy sur Dark Horse. Je sais pas si qui que ce soit a quelque chose à rajouter à ça. Non, bon, voilà. Non, il t'aime bien, il t'écoute. Donc c'est avéré. Et puis on note évidemment nombre d'influences de Mignola si lui s'est nourri d'énormément d'influences d'ailleurs à travers les siècles, puisque on le rappelle, comme le disait Ben au début, c'est le roman Dracula de Bram Stoker qui a été un peu le déclencheur de sa passion pour les monstres et pour les histoires fantastiques. Mignola à son tour, Mignola et son imaginaire et son univers sont à leur tour devenus l'inspiration graphique et scénaristique de beaucoup d'acteurs prédominant de l'industrie du comics mainstream et indépendant d'aujourd'hui. Je pense par exemple, je me suis souvenu en préparant ce focus d'une chouette série qui était sortie au milieu des années 2000, en 2007-2008 je crois, chez Dark Horse, qui s'appelait Umbrella Academy et qui a révélé un dessinateur et son frère également dessinateur, Fabio Moon et Gabriel Ba. Oui. Particulièrement Gabriel Ba. Moi je l'ai découvert avec Umbrella Academy, Gabriel Ba, et dès les premières pages, l'influence graphique, artistique de Mignola, c'était la première fois que je la ressentais avec une telle intensité. Genre, je me disais, ok, donc maintenant on est clairement dans une ère où l'art de Mignola, qui au début a été un peu mal compris, hein, c'est-à-dire que les gens qui ont commencé à voir Mignola débarquer au début des années 90, il y avait les gens qui étaient totalement convaincus et les gens qui étaient assez réfractaires à son univers graphique en tout cas. Et dans les années 2000, il est complètement digéré, il est complètement assimilé et il est retranscrit avec plus ou moins de bonheur, mais pour le coup dans Umbrella Academy c'était vraiment bien, c'est-à-dire qu'on avait la patte de Mignola avec en même temps la personnalité d'un nouveau dessinateur qui s'appropriait un peu ses techniques pour livrer ses propres histoires, ce qui signifiait qu'à partir de ce moment-là, Mignola est devenu, au-delà d'un dessinateur, une référence comme a pu l'être Kirby, tu vois. Ça dépasse. Travailler pour ou avec lui, c'est un énorme honneur, quoi. Voilà. Et puis tu sais de toute façon à partir de ce moment-là que son art et son œuvre lui survivra. C'est-à-dire que le plus tard possible, quand Mignola ne sera plus là, je pense que il sera considéré comme un Kirby aujourd'hui, c'est-à-dire un mec qui a fait avancer par sa manière de concevoir le média comics, à la fois scénaristiquement et graphiquement, je le redis, qui a fait avancer le truc, quoi. On peut aussi déceler, parce que là je parlais de Umbrella Academy et de Gabriel Ba, qui a un univers, et même le scénaristiquement, Umbrella Academy c'est pareil, une sorte de société secrète avec un peu steampunk, avec pas mal d'emprunts pas forcément scénaristique, mais d'atmosphère à Hellboy et au Mignolaverse. On peut aussi trouver l'influence de Mignola dans des trucs diamétralement opposés. Et là, il y a peut-être des gens qui vont me regarder avec des yeux ronds, mais les premières issues de Invincible chez Image, qui est un comics extrêmement lumineux, extrêmement solaire, scénarisé par Robert Kirkman, qu'on connaît bien entendu pour Walking Dead, et dessiné par Ryan Ottley. En fait, Ryan Ottley utilise
et détourne la technique de Mignola, c'est-à-dire que Mignola, lui, se sert des grands aplats noirs ou de couleur très foncée pour indiquer l'ombre et ainsi faire ressortir d'autant plus ses personnages. Ryan Otley fait l'inverse, c'est-à-dire que là où les grands aplats d'ombre et de noir chez Mignola servent son histoire, chez Ryan Otley, c'est la même chose, mais en bleu ciel, et au lieu de se servir de l'ombre, il se sert de la lumière, mais finalement son trait qui est extrêmement épuré, ses visages, ses personnages un petit peu anguleux, c'est clairement le dessin d'un mec qui a été traumatisé par ou qui a grandi avec le dessin de Mignola, si tu veux. Et là, c'est là qu'on s'aperçoit aussi que l'influence de Mignola est intéressante, c'est que des dessinateurs qui a priori naviguent dans des univers diamétralement opposés à ceux que Mignola dépeint s'inspirent quand même, ou sont même inspirés peut-être malgré eux, parce que c'est dans leur gène, vu que c'est ce qu'ils ont lu. Son art s'étend à travers l'art d'autres personnes et chez même d'autres maisons d'édition, puisque Invincible, on est chez Image Comics. Et pas forcément de la façon la plus évidente, puisque voilà. Non, d'ailleurs, ça, là, j'étais en train de dire quelque chose de tout à fait personnel. D'autres personnes pourraient me dire, mais n'importe quoi, je vois pas du tout de Mignola là-dedans. Moi, il s'avère que la première fois que j'ai ouvert Invincible, je me suis dit, ok, le mec, il a lu du Mignola, c'est pas possible. Ben ? Non, en fait, je voulais, sauf si mes amis ont des choses à dire sur ce qu'on a dit, rajouter sur ce qu'on a dit, faire des petits conseils de lecture. J'ai pas terminé encore. Ah, mais... bah alors, bah voilà. Il me semblait que tu voulais juste intervenir sur ce qu'il avait dit. Moi, je pensais que tu voulais intervenir, mais moi, j'ai pas fini. Non. Bah non, parce qu'il y a quand même un truc essentiel qui, effectivement, sera la dernière partie de ce que j'avais à dire, mais on peut pas la passer sous silence. C'est que l'influence de Mignola s'est donc étendue bien au-delà du média comic book, avec, entre autres, les adaptations de Hellboy au cinéma, plus généralement l'univers de Guillermo del Toro, qui de toute façon dès ses premiers films était clairement inspiré par les atmosphères, par les scénarios qu'il avait lus dans Hellboy, le bestiaire de Mignola, et pour lui, même si aujourd'hui leur relation a évolué et est tout à fait différente, lorsqu'il réalise le premier Hellboy, Del Toro a clairement pour but de créer un vecteur cinématographique pour que les gens, pour que le plus grand nombre possible puisse découvrir l'univers qui a été créé par Mignola. Par la suite, comme je le disais, leur relation a un petit peu évolué. Del Toro étant lui aussi une personne d'une créativité assez débordante, pétrie d'influences diverses, dont Mignola n'était finalement qu'une partie. Comme deux esprits comme ça, je peux pas m'empêcher de penser qu'à un moment ils sont forcément rentrés en friction, et que d'ailleurs aujourd'hui, lorsque Del Toro annonce la mise en chantier, ou en tout cas l'idée de mettre en chantier un nouveau Hellboy, quand on interroge Mignola, il dit clairement qu'il fera pas partie du projet, qu'il souhaite la plus grande réussite à Del Toro, mais que lui s'est détaché en fait de l'adaptation cinématographique d'Hellboy. Cela dit, voilà, tout ça, toute cette œuvre, elle vient du fait que Mignola a également marqué durablement l'imaginaire, pas seulement de dessinateurs ou d'auteurs de comic books, mais aussi de cinématographes. Parce qu'il n'y a pas que Del Toro, il y a plein d'œuvres aujourd'hui dans lesquelles on ressent l'influence de Mignola, particulièrement dans des films qui reviennent à un traitement un peu effectivement ésotérique, Lovecraftien, et en même temps un peu pulp, accessible et cartoonesque du fantastique. Et ça c'est une influence qu'on ressent beaucoup. Pour également une autre anecdote sur l'étendue de l'influence et du pouvoir de Mignola, il a même été contacté par Disney, puisque c'est lui qui a intégralement designé l'un des Disney les moins célèbres, puisqu'il s'agit d'Atlantis dans les années 2000. Ouais. Mais aujourd'hui, en fait, ce Disney, 17 ans après sa création, est devenu une sorte d'objet de culte, parce que c'est Mignola qui a designé les trucs, et qu'en fait Atlantis, quand tu le regardes et que tu vas un petit peu plus en détail sur le design des véhicules, les traits des personnages, tu te dis ah mais ouais, en fait
c'est Mignola passé au comment dire pas à la moulinette parce que c'est un peu péjoratif alors que j'ai pas envie qu'il y ait de péjoration du tout, mais passé dans l'univers Disney. Mais tu ressens clairement Mignola. Il a également bossé sur la série animée Batman. Il a designé beaucoup de costumes du Batman des années 90. C'est lui, Mr. Freeze, c'est lui. Hein. Mr. Freeze, voilà, c'est l'un des costumes les plus célèbres designés par Mignola, c'est Mr. Freeze, effectivement. Donc tout ça pour dire que au-delà du comics, l'empreinte de Mignola se retrouve dans énormément de médias différents, et c'est là aussi qu'une fois de plus on en revient à une sorte de cohérence, c'est-à-dire que au-delà du Mignolaverse et du Hellboyverse et du comic book universe, tout reste une fois de plus très cohérent, et l'influence de Mignola, où qu'on la retrouve, est quasiment instinctivement identifiable et raccrochable, même si c'est pas vraiment français, à son créateur de base. Et ça, c'est la marque, je pense, d'un génie, quoi. Et puis, non, d'abord, c'était que Trus qui avait donné la parole. Excuse-moi, Ben. Ouais, c'était juste 2 secondes pour rebondir en fait sur Guillermo del Toro et Marc Mignola. Marc, t'as dit Marc. Mike, t'as dit Marc. Non, c'est bon, c'est fini. C'est marqué, c'est fini. Vas-y, continue. Je vais brûler tous mes bouquins de Hellboy. Donc, si ça vous intéresse, donc les univers de Del Toro et au moment où il collaborait avec Mignola, il y a un bouquin qui s'appelle Guillermo del Toro Cabinet of Curiosities que je vous encourage à lire et à regarder. Il y a un peu les 2 univers qui se rencontrent. Voilà, c'est tout. Moi, je vais juste rebondir sur le fait que j'ai cassé le matériel. Oh merde. C'était le Patreon. C'est parce que j'ai dit Marc, c'est pour ça. Au moment où t'as dit Marc, ça a maudit le matériel. Ça a claqué quand il a dit Marc. Et merde. Voilà. Bon, en fait, non, mais juste pour finir sur ce que disait Joe sur l'influence de Mignola sur les autres médias, un truc que j'ai pas dit, c'est qu'en fait il fait aussi des bouquins avec son pote Christopher Golden qui a scénarisé pas mal d'épisodes d'Hellboy ou de Baltimore ou autre. Ils font des bouquins, souvent c'est lui qui design la couverture pour bien accrocher les gens, et même si c'est pas du comics. Et donc un truc que je ne peux pas vérifier tout de suite puisque je n'ai pas lu les romans dont je vais parler, mais je pense qu'il a dû aussi influencer au niveau de la littérature dans son créneau à lui, c'est-à-dire l'horreur un peu tu vois, détective, notamment avec Joe Golem ou ce genre de personnage. Je suis certain qu'il a dû influencer aussi à ce niveau-là, donc c'est pas juste un artiste dessin, c'est aussi un artiste au niveau scénaristique, je dirais même littérature. Et puis même dans des maisons d'édition de comics concurrentes, même si par exemple les personnages de la Justice League Dark ont tous été inventés soit au même moment, soit bien avant la naissance du personnage d'Hellboy. Je pense à Constantine qui date des années 70 ou des trucs comme ça. L'assemblage de ces personnages pour créer en 2011, je crois, la Justice League Dark, on me fera pas croire qu'il n'y a pas une influence de Mignola derrière, quoi. D'ailleurs, la boucle est bouclée puisque c'est censé être Guillermo del Toro qui réalise une version animée de ce truc-là. Merci. Qu'est-ce qu'il y a, Adrien ? Je ne sais pas, Adrien est désemparé. Merci pour ce... Ah, j'ai dit qu'il était sur le projet, j'ai pas dit qu'il est... Ah, si. Ah, si, je t'assure. Oui, mais c'est comme c'est comme les montagnes hallucinées, c'est pareil. Comme tous les trucs Del Toro. Ah oui, je sais, mais moi j'ai confiance. Comme Hellboy 3, j'ai confiance. Donc nous avons le yes-sayer, le nay-sayer. On verra, l'avenir nous le dira. C'est très facile à dire. Ben, pour conclure, pour conclure, je voulais donner des petits conseils de lecture, ce que je voulais dire tout à l'heure. Ah, j'allais dire qu'on allait donner la liste. Mais vas-y, à ce moment-là. Non, mais je pense que c'est très personnel et en fait c'est hyper dur. Alors ta gueule. C'est hyper dur pour moi de faire une sélection parce que j'aime quasiment tout ce que j'ai lu pour l'instant de Mignola. Mais je dirais évidemment Seeds of Destruction parce que c'est le début. De la destruction. Ah putain. Les germes. C'est vrai, les germes, pardon. Et Wake the Devil, en fait, achetez directement la librairie édition parce qu'elle est magnifique. Et je pense que dans le début du panier, le truc que j'ai préféré, l'arc que j'ai préféré, c'est Conqueror Worm, qui donc est une histoire qui fait avancer l'histoire de Hellboy, comme je disais tout à l'heure. Même si j'adore les petites histoires, et donc lisez aussi Chain Coffin and Other Stories parce que ça bute. Faut tout acheter en fait. Ben oui, mais bon, c'est dur. Faut tout lire, c'est des heures de plaisir et beaucoup de kiff. Il y a un jeu de rôle aussi, Hellboy. Ah ouais, donc tous les médias. Non, qui s'appelle aussi Sourcebook, parce que dedans, en fait, t'as des infos sur l'univers d'Hellboy que tu trouves pas forcément autre part. Merci messieurs pour... Et Joe il peut pas dire. Non, parce que moi c'est impossible de choisir, il y a beaucoup trop de trucs. Vous voyez la puissance de Mignola quand même. Non mais c'est difficile parce que tout, comme je le disais, tout se recoupe tellement, tout est tellement cohérent que même les trucs moins bien servent les trucs mieux.
Donc en fait, tout est lisible, tout est intéressant. Voilà, j'ai terminé, pardon, j'ai non, fini. il a pas de souci, mais Ben baisse les yeux, quoi. Il est en train de fixer moi, je peux pas te regarder. Et après, je vous jure qu'on arrête cette émission. Et même si c'est possible pour vous, faut absolument le lire en anglais, Hellboy. Ouais. Mais si vous ne pouvez pas, parce que je défends la francophonie. C'est bien traduit, sérieux ? C'est super bien. C'est bien retraduit. Sont très bien retraduits au début. Parce que il y a une première version. Ouais, c'est celle que j'ai à la maison quand j'ai tout relu là. Pas ouf. Ah merde. Je me suis dit, oh là là, heureusement que je lis plus les comics en VF. Mais surtout, les éditions sont augmentées de pas mal de petites choses. Il y a des dessins animés aussi. Regardez tout. C'est la fin de cette émission. Bouillard. Merci messieurs, c'est ce que je veux dire. Et donc les dessins animés Hellboy, la série animée, super. Merci Joe. Messieurs pour la préparation de ce dossier. Vous retrouverez les détails, donc la liste de lecture proposée par Ben, ainsi que les comics dont ils ont parlé pour préparer le dossier sur le site. Nous, on se retrouve. On n'en a pas parlé. On se retrouve le 3 avril d'ici 2 semaines, comme d'habitude. Mais avant ça, nous allons, s'il vous plaît, messieurs. Ah, le Alien, oui, j'ai pas parlé du Alien. Nous allons, s'il vous plaît, excusez-moi. Nous allons proposer à un ou une auditrice, donc un auditeur pardon ou une auditrice, de repartir avec quelque chose, petit cadeau. En l'occurrence, il est assez grand. En l'occurrence, le Hellboy Library Volume 1, ce qui vous obligera à acheter les autres si vous appréciez, parce qu'apparemment, selon les messieurs qui sont là, c'est cool Hellboy. Ça bute le cul. Pour ce faire, pour remporter ce petit prix, vous avez une seule chose à faire, répondre aux 3 questions suivantes. Attention, il va falloir avoir écouté. Tu coches pas un grammaire là ? Non. Première question. Qu'est-ce que lit Mignola à l'âge de 12 ans qui lui permet de créer le personnage de Hellboy ? Oui. Deuxième question. Quel personnage introduit en 1994 revient dans sa propre série en 2016 ? Je pense que la réponse est un peu plus tôt. Troisième question que j'ai oubliée. Quel est le prénom de Mignola ? Non. Ah oui, ça c'est une bonne question. Non, mais John. Quelle est la question ? Non, excusez-moi. Troisième question qui était cachée au milieu. Quel est le juron préféré de Hellboy ? Ça a également été dit dans cette émission. Pour ce faire, donc comme je vous ai dit, vous nous répondez donc. Essayez de le faire en message privé sur Twitter. Vous nous donnez les 3 réponses et nous tirerons au sort sur Facebook, sur n'importe quoi. Sur Snapchat ou sur LinkedIn. Je vous donne mon 06 si vous voulez m'envoyer des textos. Sur iTunes aussi, tu mets 5 étoiles, faut mettre 5 étoiles. Voilà, après, faut écrire les réponses. Là vous rentrez et les personnes qui ont mis 5 étoiles seront tirées au sort et donc on tire au sort parmi les bonnes réponses pour faire gagner une des J'espère que vous avez une grosse boîte aux lettres parce que c'est gros. C'est volumineux. Voilà. Donc, je vous ai jusqu'à quand pour jouer ? On va dire jusqu'à la veille de la diffusion de la prochaine émission. Donc, je dirais le 2 avril. Le dimanche 2 avril, c'est honnête. Voilà. Juste après le printemps. En attendant, nous on se retrouve donc le 3 avril, prochaine émission. Je dis merci à tous les chroniqueurs. Joe. Rapproche-toi du micro, voilà. Oui, plaisir partagé. Vous me retrouvez sur BFM TV. Le mec qui parle en slogan de pub, quoi. Sur BFM TV tous les week-ends, dans Rockyrama. Et on vient de sortir avec la team Rockyrama un nouveau magazine qui s'appelle Network, qui parle de télévision et d'internet. Et c'est c'est hyper bien. Ça a l'air mieux qu'Humanoid. Que truce. Où est-ce qu'on te retrouve ? Moi, on me retrouve tous les mois aussi sur Radio Kawa dans la Ligue des joueurs ordinaires et aussi sur le net, sur un blog où on parle de jeux qui s'appelle laboîteachimère.com. Ben, où est-ce qu'on se retrouve ? Internet. Non mais écoute, c'est cool c'est quoi sur Qualité, mais également sur JVTV dans le syndicat du screen, émission de ciné série télé tous les mardis à 19h sur JVTV absolument. Et c'est cool c'est quoi bientôt quand on pourra. Non mais voilà. Cool c'est quand je sais pas. Voilà, écoutez, non mais les gens me demandent sur Twitter et c'est bientôt, on y travaille avec Adrien et Joe, ça vient. On va dire au revoir également à Anthony, j'allais l'appeler Adrien, excuse-moi. Anthony. À bientôt. À bientôt. Mais oui, on sait que tu vas passer ici. Et merci pour avoir aidé à la préparation. C'était vraiment très cool. J'espère bien parce que voilà, on fait des émissions qui sont, j'espère, sympathiques. Ah, et jouer à Zelda aussi, sinon. Oui, jouer à Zelda. Je vais jouer en rentrant, mon gars. Zelda. Ah ouais, les priorités. Zelda. Et au revoir Adrien, bien sûr, notre réalisateur préféré. Au revoir Adrien. Merci Adrien. Bisous. Nous, donc, rendez-vous dans 2 semaines. Prenez soin de vous et lisez des comics. Lisez Mignola. Tout Mignola. Alors là, il n'y a pas Grégo, donc il faut une blague de fin d'émission. Il faut que quelqu'un soit drôle. Soyez drôle. Je sais pas, qu'est-ce qui est gros, rouge Avant que le son devienne trop saturé. C'est ta blague, ça ? Bah, il a dit qu'est-ce qui est gros et rouge. Ça bibi boubi bou. Ah, bibi. Vas-y, fais-nous un petit morceau avec les biboubi, là.
Et tout de suite, Sébastien Tellier. Pipou, pipou, pipou. Avec Pipou Pipou. Voilà. Pipou, featuring Pipou. Oh. Sinon, demain, je vais rencontrer Miss Univers. Bisous. Mais on sent. Ok. Bah, c'est la Miss France. Sympa. Oui, c'est la Miss France. Tout à fait. Ok. Tout à fait. Ouais, mais est-ce Première qu'elle Miss crée... Univers française depuis 1954. Ouais. Et Mais d'ailleurs, demain, ça sera pas demain pour les auditeurs, quoi. Ah oui, Ouais, c'est vrai, mais c'est tu déjà sais. dans le futur. C'est pas grave, on est déjà dans le futur. C'est ouf. Je pense que les auditeurs ont le concept du avant, après, pendant. Si vous avez aimé la petite figurine que j'ai mis sur Instagram, achetez-les, c'est sur le site Super Seven et il y en a 4 et elles sont trop belles, les figurines Hellboy bien sûr, parce qu'on a parlé d'Hellboy bien sûr. Bien sûr, absolument. Souba Savant. Super savon. Au revoir.